Moi, j'ai comme petite fierté, comme petit flex personnel, d'être sur les réseaux le vendeur le plus suivi de France. Au total, je cumule environ 1 million d'abonnés si je prends toutes les plateformes. Je fais à peu près entre 200 et 250 millions de vues. Bon, je voulais pas être la millième personne à faire une vidéo sur vendez-moi ce silo, mais vu que vous marcelez dans les commentaires, vous avez gagné et je vais vous le vendre ce silo. Moi, Jordan Belfort, donc le loup de Wall Street, c'est factuel, il a arnaqué des milliers de personnes et il a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Si on isole ça, moi je me suis toujours dit, si ce mec donne des cours d'éthique, j'y vais pas. Par contre, des cours de vente, j'y vais direct. Parce que le gars a réussi à vendre un produit pourri à des milliers de personnes. Alors imaginez ce qu'il aurait fait avec un bon produit. Et souvent, les gens, ils pensent que quand on va voir le banquier, il faut, tu vois, prier Dieu le Père, Jésus, Marie, Joseph, tous les saints du paradis. Quand on arrive devant la banque, pitié qu'ils disent oui. Le risque que prend un banquier aujourd'hui sur un investissement immobilier classique, un appart, un immeuble, un local commercial loué, etc., il est quasi égal à zéro. Quasiment égal à zéro. Et j'ai fait un deal pour la petite histoire, un emprunt d'1,5 million d'euros avec 60 000 euros d'apport. Donc c'est coup de fusil. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle interview. On a la chance d'avoir Bastien qui est avec nous aujourd'hui, tip top. Vous allez voir une personne un peu particulière qui a peut-être le pouvoir de rentrer dans votre tête sans que vous vous en rendiez compte, et il va vous expliquer exactement comment le faire de manière stratégique dans l'objectif de mieux négocier, que ce soit de rendre un devoir un peu plus tard à la fac, que ce soit de vendre un peu mieux un bien immobilier, parce qu'en fin de compte, je pense qu'il nous dira, tu seras d'accord avec moi, c'est un peu toujours la même recette et les mêmes fondamentaux qu'il y a derrière. Bastien, bienvenue. Merci d'être venu au château avec le petit bois qui crépite tranquille. On est super bien. Merci en tout cas pour l'invitation et merci de me recevoir sur ta chaîne et encore une fois dans ton château parce qu'il est super. Trop bien, au top. Je te laisse si tu veux rapidement te présenter, ton parcours, ce que tu fais un peu dans la vie, etc. Carrément. Bah écoute, moi j'ai comme petite fierté, comme petit flex personnel d'être sur les réseaux le vendeur le plus suivi de France. Au total, je cumule environ 1 million d'abonnés si je prends toutes les plateformes. J'ai, je crois, je fais à peu près entre 200 et 250 millions de vues sur le format vertical principalement. Et en fait, moi, à côté, ce que j'ai, c'est que j'ai une agence un peu traditionnelle où on fait des formations, on fait des conférences, on va dans des boîtes comme par exemple Notion, Orange, Snapchat, et tout simplement, j'aide ces boîtes à vendre leur expertise. Et voilà. Alors comme tu dis, on essaie à la fois de rentrer dans la tête des gens, mais l'idée, moi, c'est que je pense que la vente, à partir du moment où tu mets une bonne structure, n'importe qui peut réussir à vendre et n'importe qui peut réussir à obtenir, on va dire, des faveurs des personnes en face de... Est-ce que toi, tu te dirais, ou peut-être on t'a déjà fait la réflexion, que tu es né pour vendre ou né pour être un vendeur? C'est un truc qui te parle ou pas du tout? Ça, c'est une grosse question. Moi, je pense que la vente peut être un don inné, mais c'est comme tout, ça se travaille. C'est-à-dire que certaines personnes ont plus d'aptitudes, mais bon, imaginons un pilote d'avion aujourd'hui, il peut avoir plus d'aptitudes, mais je préférerais quand même qu'il fasse 2-3 cours avant de m'embarquer dans son avion. Donc oui, moi je pense que la vente peut être un don inné, mais quand même dans la majorité des cas, ça se travaille. Il y a des réflexes à prendre ou autres. Et une structure. Une structure, des réflexes. Et en fait, je pense que les meilleurs vendeurs, c'est ceux qui aiment les gens. C'est très phrase bateau, très phrase toute faite. Mais pour moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a quand même bien aidé sur ça. Il était, je le considère comme un super bon vendeur, etc. Et il m'a surtout appris des petits réflexes, comme par exemple s'intéresser aux gens, poser des questions, écouter. Et ça, en fait, c'est bête, mais c'est des choses qui vont marcher au lycée, qui vont marcher à l'école, et ensuite qui, en effet, vont t'aider dans la vie de tous les jours. Carrément. Et c'est plus ça pour moi. Il y a des gens qui sont naturellement passionnés par les autres. Et donc, ça va faire des bons vendeurs. Et t'en as qui sont pas vraiment passionnés par les autres. Et là, il faut un petit peu les aider et les entraîner, quoi. Tu penses que s'il y avait un critère qui permet un peu de définir, ce serait celui-ci? La personne qui est intéressée par les gens qui sont autour d'elle, on peut dire que de base, a priori de formation, structure, etc., ça peut faire un bon vendeur. La personne qui est assez, pas forcément égoïste, mais égocentrée, il va falloir qu'elle fasse un travail, je pense, pour développer de l'intérêt pour les autres. Je pense, parce que t'as des gens qui ont de l'empathie naturelle pour les autres, et t'en as d'autres qui l'ont pas.
Et donc je pense que de le travailler, c'est hyper important. La vente, quand on dit qu'aujourd'hui, pendant 80% d'un appel de vente, ça doit être d'écouter la personne et seulement 20% du temps parler, bah, y en a qui ont plus de facilité que d'autres pour le faire, tu vois. Ok. Si on remonte un peu le fil, la notion de vente, bon, c'est vrai que c'est un truc, je sais pas toi, mais moi, quand j'étais au lycée, enfin même au collège, personne disait tu veux faire quoi comme métier plus tard, je veux être vendeur. Exactement. Tu vois, c'est assez rare. Alors certains vont dire vendeur de voitures, mais il y avait toujours un objet derrière. Si on remonte au premier souvenir où tu t'es dit ce domaine-là, ça m'intéresse, est-ce que tu aurais un truc, une expérience peut-être que tu as vécu étant ado, jeune, où tu t'es dit là, je pense qu'il y a un truc à creuser là-dedans? Écoute, encore une fois, je vais parler de mon père. J'ai jamais été très bon à l'école. Okay. J'ai toujours été plutôt moyen, pour être honnête. Okay. Principalement parce que ça m'intéressait pas, parce que je taffais pas pour avoir les résultats. Yes. Et en fait, je me rappelle que je crois en troisième pour le brevet, il me semble, on avait un oral, si je me trompe pas. Et l'oral du brevet, en fait, bon, pour être honnête, j'avais rien appris et j'en étais sorti avec une note correcte qui était un 13 ou 14. Et en fait, j'avais bien défendu mon projet. Et mon père m'avait dit, bah, tu vois, moi j'ai le même problème que toi, c'est que aujourd'hui, vendre, c'est une compétence, c'est une compétence que tu dois travailler, que tu dois vraiment mettre en place. Et j'ai compris lors de cet oral, tu vois, que le fait de vendre, même si j'avais pas de base les compétences, ça a permis d'amplifier quand même ce que j'avais. Et là, je me suis dit, waouh, si en plus je commence à taffer, si en plus je commence à travailler, là, les deux combinés, ça peut être terrible. Ouais, c'est là où il y a eu une sorte de pseudo-prise de conscience, franchement, un point de départ. Après, si je suis honnête avec toi, c'est pas le déclic principal, c'est une succession de choses. Ouais. Mais c'est à partir de ce moment où je me suis rendu compte, déjà je me suis convaincu que j'étais plutôt bon à l'oral. Okay. Et vu qu'à l'époque, j'avais pas 30 000 compétences, ben, j'ai pas mal capitalisé sur celle-là. Et ensuite, oui, je sais pas si j'appelais ça vendre, mais en tout cas, défendre mes idées à l'oral, ça, en effet, c'est quelque chose où je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal en fait. Même après, du coup, tu es allé au lycée, après le collège. Même au lycée, tout ça, est-ce que tu étais réputé pour être le mec, si jamais on part dans un débat, il va être inarrêtable, etc., ou pas plus que ça? Un peu, encore une fois, plus quand il fallait... je me rappelle du PFE, je sais pas si le projet de fin d'études ou autre. Bah, en effet, j'étais le gars qu'on a envoyé au tableau pour défendre. Parce que, encore une fois, j'aimais ça. Je pense que la grande différence, et c'est là où en effet on dit inné ou pas inné, c'est que de base, moi j'aimais ça. Et donc je pense que je partais avec un avantage sur ceux qui n'aimaient pas ça. Mais pour ceux qui nous regardent, même si aujourd'hui il y en a qui sont pas des fadas et des fans de prise de parole en public ou autre, bah, ça se travaille, ça s'apprend. Ok. Ouais, on voit pas mal, je pense que tu as dû en voir passer maintenant, des coachs même en prise de parole à l'oral. Je sais que les personnalités politiques ont ça depuis longtemps. Moi, ayant fait beaucoup de formations dans la PNL, la programmation neurolinguistique, j'avais pas mal du coup de mes confrères qui étaient enseignants en PNL, qui donnaient aussi des cours de prise de parole à l'oral, qui est très tourné communication, très tourné psychologie, pour tout dire. Mais il y a un peu une base commune et c'est très à la mode, peut-être encore plus dans le monde anglo-saxon que chez nous. Ah oui. Alors en effet, sur ça, en fait, c'est marrant parce que tu demandes à un Américain et à un Français comment ils perçoivent les vendeurs, et la majorité des Français te diront que vendre, c'est pas bien. Et alors ça, c'est très culturel. Il y a Oussama Ammar, qui m'a conseillé un livre qui s'appelait l'éthique du protestant, je pense, de Max Weber. Et c'est hyper intéressant parce que les Américains qui sont donc plus protestants vont voir la vente, gagner de l'argent, comme quelque chose de noble parce que tu vas avoir de la valeur que tu vas pouvoir ensuite redistribuer. Alors que les catholiques voient ça plus comme un côté un peu pécunier, exactement pécunier, et le voient plus comme tu voles aux autres. Et donc pour beaucoup de personnes, la vente, c'est pas quelque chose de très glorieux, tu vois. De très noble. Exactement, c'est pas. C'est même une expression courante. Il fait un peu vendeur de voiture. Exactement. Moi, je sais qu'on a souvent fait cette réflexion. Très très souvent. Je trouve pas, parce que t'es quelqu'un de posé, au contraire. Alors j'ai jamais vu me vendre quelque chose. C'est peut-être ça aussi. Je pense que c'est lié aussi à la posture, l'habillement. Je sais qu'on m'a souvent dit, quand je vais dans une soirée par exemple, et c'est vrai, si je le veux, je peux donner ma carte à tout le monde. Je sais exactement quoi dire, comment le dire et à qui le dire pour aller dans la discussion là où j'ai envie d'aller. Et j'ai pas forcément souvenir d'avoir travaillé cette compétence-là, au-delà de travailler ma compétence à comprendre les autres, qui m'est utile dans mon activité principale et qui aujourd'hui me sert dans les affaires évidemment.
créer des relations durables et sincères, c'est un truc qui me parle vachement pour faire des deals. T'as l'air passionné. Je pense que quand on est passionné aussi, ça joue pas mal. Et puis, je te rejoins complètement sur le fait d'être passionné des gens. Moi, je suis un fan. J'étais de garde toute la nuit, on en a parlé tout à l'heure. Il a dormi 2 heures, hein, c'est un malade mental. J'ai pas dormi beaucoup cette nuit, effectivement. Et moi, j'adore, tu vois, quand je rencontre un nouveau patient ou n'importe qui, un collègue, lui poser des questions parfois où il trouve ça bizarre. Certains trouvent ça bizarre. C'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi tes loisirs? Ah, t'es parti en vacances? J'étais parti en vacances où ça? Mais pourquoi t'as décidé de partir en vacances en Amérique du Sud? Et d'aller chercher vraiment pourquoi est-ce que la personne a fait ces choix-là et pas rester juste sur une discussion de façade. Ah ouais, t'es parti en vacances? Ah bah super. Ah bah t'es bronzé, j'ai vu que t'étais bronzé. Des trucs vraiment basiques et de vraiment s'intéresser à la personne qui est en face de toi. Mais tu sais pourquoi c'est bizarre? Parce que c'est triste à dire, mais il y a peu de personnes en fait qui s'intéressent vraiment aux gens. Ouais, enfin, quand on regarde dans notre vie quotidienne, le nombre de personnes qui vont vraiment venir et vraiment prendre des nouvelles de nous et vraiment s'intéresser à ce qu'on fait, il n'y en a pas tellement. Il y en a pas tellement. Et je pense que toi, tu as un énorme avantage, c'est que vu que tu fais médecine, tu as l'habitude de poser des questions aussi pour cerner, pour faire un diagnostic. Et moi, aujourd'hui, quand je forme des commerciaux ou des vendeurs, je leur donne souvent cet exemple du médecin, de faire un diagnostic. Et on peut faire de diagnostic si on ne pose pas des questions. Et, une anamnèse. Un peu ça. Exactement. Et aujourd'hui, le nombre de personnes qui essayent, pour rester dans la métaphore, de prescrire un médicament sans avoir cerné les symptômes de la personne, il y en a beaucoup. En vente, il y en a beaucoup, énormément. Et c'est pour ça, je pense que toi, en médecine, ça te donne un avantage. Ouais, c'est sûr que ça aide. Ok, donc du coup, collège, lycée, voilà, tu commences à comprendre un peu comment ça marche. Tu décides par la suite de faire des études supérieures. Ouais. Choix de ta part, poussé par tes parents, poussé par la société. Ouais, un mix des trois, je pense. Un mix des trois. Mes parents, ça les rassurait. Et moi, je savais pas ce que je voulais faire à l'instant T, donc je voulais y aller. Et pareil, j'avais quand même cette idée en tête. Moi, je me rappelle que mes études supérieures, ma première question, c'est: est-ce qu'il y a un incubateur pour lancer sa boîte? Moi, c'était… encore une fois, Tu pensais déjà à cette époque-là? Moi, j'ai toujours eu ça en tête. J'ai toujours eu ça en tête parce que, encore une fois, je ne sais pas s'il y a juste titre ou pas, je m'étais auto-convaincu que si je voulais gagner de l'argent et réussir et kiffer, il fallait que je crée ma boîte. Encore une fois, j'ai le modèle familial, moi, pour le coup, qui m'a bien aidé. Parce que ton père avait sa propre boîte. Il est entrepreneur et donc j'ai toujours vu ça comme une option. Et vu que lui aussi était pas super bon à l'école et qu'il a plutôt super bien réussi après, et ben moi j'avais je m'accrochais à ça. Entre nous, j'avais que ça, c'est-à-dire que si je m'accrochais pas à ça, il n'y a pas grand-chose. Je pouvais pas faire HEC ou autre. Et donc l'idée, c'est que oui, moi je suis allé faire une école sup avec la ferme intention de me dire, s'il y a un incubateur, j'espère assez rapidement pouvoir lancer ma boîte là-dedans. Donc du coup, tu as décidé de faire quoi à la fin du lycée? Alors à la fin du lycée, moi j'étais à Marseille et je suis monté sur Lyon et j'ai fait une école en bac+5 en marketing, communication, commerce. Et là ça s'est déjà un peu mieux passé parce que quand même j'ai eu un coup de foudre pour le marketing, j'ai un coup de foudre pour la vente, la communication. Je trouve ça vraiment génial. Et donc en effet, j'ai fait mon premier stage dans une boîte et c'est la seule et la dernière fois où j'ai été salarié. Parce qu'ensuite, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année, j'ai toujours fait en fait mes alternances et mes stages dans des boîtes que j'avais créées. Trop bien. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Tu parlais de vente, c'est le truc que j'ai dû faire. J'ai dû vendre à mon école. Le fait de faire ton stage dans ta propre boîte. Exactement. Et c'était un peu chaud ou ils ont dit ouais, pas de problème? Non, c'était hyper chaud. Ouais, c'était hyper chaud. J'ai dû les persuader que j'allais pas passer mon été tranquille au bord de la piscine. Exactement. Et donc du coup, ils m'avaient pris une box à l'école de, je sais pas moi, 5 mètres carrés et avec mon associé de l'époque en fait, et on a fait tout notre stage là-dedans. Trop bien. Et franchement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Donc tu as lancé ta première boîte qui tourne autour de la vente en deuxième année, c'est ça, deuxième année d'études supérieures? On va dire que la deuxième année, on a essayé de lancer une start-up qui avait le potentiel de faire des milliards mais qui en a fait 0. On a tous fait ce genre de start-up. Je comprends pas, sur mon Google Sheet pourtant j'avais première année 150 000, deuxième année 3 millions. Mais évidemment ça s'est pas passé comme ça. Mais par contre c'est une superbe aventure parce que j'ai encore une fois dû défendre mon projet. En fait, on faisait pas mal de concours de start-up et on a gagné le concours du MEDEF, les Lions de demain. Je sais pas si ça dit quelque chose. Donc, c'était
très bien. Et c'est un prix déjà sympa. Ouais, ça concret. Qui est reconnu politiquement en plus. Voilà, alors si je suis honnête avec toi, en fait, il y avait plusieurs prix à gagner. Dans le prix qu'on a gagné, on n'avait pas de financement, on avait juste une aide, un mentorat. Mais bon, c'était quand même bien. Ouais, parce qu'au MEDEF, il y a quand même des personnalités intéressantes. Carrément. Okay. Et puis de rentrer dans ce monde et tout, nous, on a adoré. Et c'est là où, en fait, petit à petit, on a commencé à connaître l'entrepreneuriat. Ensuite, en 3e année, on a pivoté cette boîte. Avec le même associé. Avec le même associé. Ok. Pour un truc qui, au final, n'a toujours pas marché. Et en 4e année, on a fait partie de ces très nombreuses personnes à lancer un site de dropshipping. Ah ouais, ok, trop bien. Ah, je savais pas. Et c'est la première fois où on a gagné un peu d'argent en ligne. Et surtout, on a pris le marketing. Ouais, ok. Donc le marketing en plus différent de la vente. Exactement. Je sais que pour en avoir déjà discuté avec Yomi Denzel, que tu connais peut-être, où on a vu plusieurs fois le débat où moi je suis plutôt mauvais en marketing, mais je suis un très bon vendeur. Et à l'inverse, de son côté, il estime être un très bon marketeur, mais pas forcément un excellent vendeur. Est-ce que pour toi aussi il y a une vraie différence? J'avoue que moi, le fait de faire du marketing par exemple sur un site internet, honnêtement, ça me parle peu. Ça me stimule pas, alors que d'être dans une pièce et tu me dis ce mec-là, il veut pas acheter de voiture, mais tu dois lui vendre une voiture. Là, honnêtement, ça me fait monter le papilton. En fait, pour moi, c'est la même chose, mais juste tu le dis dans une langue différente. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu vas essayer de vendre, tu utilises exactement en face à face les mêmes mécanismes que tu vas mettre pourtant ensuite sur un site. Mais c'est juste que la traduction de ces techniques va être différente en fonction de si tu es en live avec une personne comme on est, ou alors de le faire sur un site. Et il y a toujours une guerre énorme entre les marketeurs et les vendeurs. Moi, je pense qu'il y a l'ancienne vision du marketing. Si on prend le truc de façon très rationnelle, market, c'est le marché, et donc le marketing, c'est l'étude des marchés en fait. Et donc au final, ceux qui font de la vente, sans le savoir, font déjà du marketing. Quand tu vas vendre quelque chose, c'est parce que tu connais le marché. C'est pour ça que tu es bon en vente, parce que tu connais, tu sais ce que tu vends, tu sais combien tu peux le vendre, etc. Quelle est la renta potentielle, parce que tu as fait tes études de marché. Donc pour moi, la frontière est quand même vachement mince entre les deux, entre le marketing et la vente. Mais après, c'est juste une façon de le retraduire sur le concret. La première fois, peut-être que ça te parle, où j'ai entendu parler de vente dans la grande sphère qui est de l'immobilier, puisqu'au final, il y a beaucoup de gens qui parlent d'immobilier sur Internet. Et on a tendance quand même pas mal à suivre des personnes anglophones. C'est Grant Cardone. J'étais sûr que tu allais parler de lui. Pour moi, c'est le king absolu de l'immobilier, tu vois, au niveau international. Et je sais qu'à une époque, il a écrit beaucoup de bouquins de vente. Et je crois d'ailleurs qu'il vient plutôt du milieu de la vente que du milieu de l'immobilier de base, hein, si je dis pas de bêtises. Ses premiers bouquins, c'était Sell It, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai jamais lu le monteur pourra mettre le lien du bouquin en question. Et c'est la première fois où j'ai commencé, on va dire, à comprendre que la vente pouvait avoir un vrai intérêt pour mon business principal qui est l'immobilier. Et pour le coup, ça sert vraiment. Mais carrément. De toute façon, sans faire de phrase à 2 balles, la vente peut servir dans n'importe quelle industrie. J'essaye de trouver un contre-exemple, il y en a forcément un, mais même si tu es ostréiculteur, tu vas devoir vendre tes huîtres, même si tu es artisan, tu vas devoir te défendre. Et évidemment, si tu es agent immobilier, si pour moi, il n'y a pas de domaine dans lequel la vente n'aide pas. Et moi, j'ai toujours vu ça comme si je sais vendre, je pense que c'est la compétence suprême qui me servira peu importe ce que je fais. Et d'ailleurs, quand on regarde, souvent les meilleurs, les personnes qui sont vraiment les meilleurs entrepreneurs ou autres, quoi qu'il arrive, ils ont cette compétence de la vente. Et les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à combiner, par exemple, des compétences très techniques, des ingénieurs ou autres, et des bons vendeurs. Tu regardes les Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, c'est que des ingénieurs qui ont réussi à développer ce côté vente. Il y a pas très longtemps, c'est une expérience qui va te parler. Moi, j'étais persuadé, on va dire, au début de ma vie, que quand tu faisais un métier technique, médecin, avocat, notaire, une prof libre, la vente, ça servait à rien. Et il y a quelques temps, je mange à Paris avec un avocat qui est très connu. Je donnerai pas son nom volontairement, qui est parmi les plus connus, on va dire, de la place publique. Et je lui pose la question, parce qu'encore une fois, j'aime bien m'intéresser à comment les gens réfléchissent et comment ils voient les choses. T'as des réflexes de bon vendeur. Et je lui dis, mais d'après vous, si moi aujourd'hui je voudrais devenir avocat, quel est le principal conseil que vous me donneriez? Et il me dit, c'est très simple, garde toujours à l'esprit que le faire savoir est beaucoup plus important que le savoir-faire. Et là, j'étais sur le cul, parce qu'on parle vraiment d'un des meilleurs avocats qui a accompagné des personnalités très connues et tout. Et je me dis, un mec comme ça,
qui me sort un truc comme ça, c'est incroyable. Mais ça m'étonne pas. Est-ce que tu préfères être le meilleur ou celui qui est reconnu comme le meilleur? C'est pareil. Oui, c'est logique. C'est logique, ouais. Et c'est vrai que c'est tout. S'il y a une dichotomie un petit peu, moi je prends évidemment la deuxième pilule, on va dire. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, en effet, la vente, on a besoin quoi qu'il arrive. Ouais, c'est clair. Persuadé ou autre. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur Grant Cardone, il a fait une interview, un podcast incroyable avec Jordan Belfort. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu, ouais. Et justement, Jordan Belfort, il le pique et il le démonte en lui disant « Non, t'es pas un vendeur, t'es un bon marketeur. » Et justement, il y a un débat, alors, que je trouve d'ailleurs Grant Cardone se défend pas si bien que ça. Ouais. Et il y a un débat, mais alors regardez-le si vous l'avez pas vu, je crois qu'il a fait vraiment beaucoup de vues. Et c'est sur la même plateforme, il était passé avec Logan Paul aussi, je crois, à une époque. Je sais pas si c'était le même podcast. Alors, je pense que c'est pas Impulsive, le truc de Logan Paul. Ouais. C'est vraiment une vidéo qu'il a fait avec Jordan Belfort. Et alors, mais c'est deux coqs qui se battent. Ouais. Alors vraiment. Et d'ailleurs, à peu près du même âge, je pense, même génération. Enfin, Grant Cardone un peu plus vieux. Peut-être. Une soixantaine d'années, je crois, quand même. Il a 60 ans. Il me semble qu'il n'y en est pas loin. On mettra la petite bannière. Fact-checking. Exactement. Mais il me semble qu'il est pas loin des 60 ans. Ouais. Jordan Belfort doit avoir peut-être un peu moins. Ouais, je pense qu'il doit aller des 50, un truc comme ça. Dans la cinquantaine, ouais. Dans la cinquantaine. Mais c'est des vrais. Je pense que c'est des vraies personnalités, un peu comme Tapi. Voilà, un côté un peu bestial qui peut déranger, je pense, pas mal de monde. Évidemment. Du fait qu'ils ont une présence à la fois scénique et à la fois dans leur oralité qui peut être déstabilisante parce qu'ils prennent beaucoup d'espace, ils ont une aura qui est importante. Et du coup, à regarder la vidéo, je crois que j'en ai déjà vu des extraits, mais pas en entier. Moi, les trois noms que tu viens de me donner, Grant Cardone, Jordan Belfort, Bernard Tapie, moi, je les adore. Et t'as vu, tous sont aussi taxés d'affabulateurs, tu vois, souvent des vendeurs de tapis. Ah, exactement. Alors que moi, je les adore. Enfin, ouais, très très fort. Moi, Jordan Belfort, donc le loup de Wall Street, c'est factuel, il a arnaqué des milliers de personnes et il a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Si on isole ça, moi, je me suis toujours dit, si ce mec donne des cours d'éthique, j'y vais pas. Par contre, des cours de vente, j'y vais direct. Parce que le gars a réussi à vendre un produit pourri à des milliers de personnes. Alors, imaginez ce qu'il aurait fait avec un bon produit. Moi, je me dis toujours ça. Et c'est pour ça que moi, je suis pas mal obsédé par tous les Bernard Tapie. Parce que si tu prends ce qu'il y a à apprendre et que tu comprends, c'est génial. Une mine de savoir. Ah, au moins, moi, j'adore ça. C'est une mine de savoir. Jordan Belfort, t'es déjà allé à une de ses conférences? Alors, pas en physique, non. Okay. Pour la petite anecdote, on en avait parlé la dernière fois. Ouais, tout à fait. Là, dans moins de 3 semaines, je vais faire sa première partie au World Business Master de Genève. Donc, je vais faire une conférence avant sa conférence. Okay. Et là, pour la première fois, je vais le voir en vrai. Ouais. Je suis en partenariat avec lui implicite un petit peu sur le côté français. Et par contre, moi, j'ai vu toutes ses confs, j'ai vu toutes ses vidéos et c'est aussi pour ça, j'ai fait pas mal de vidéos sur lui et c'est pour ça que je pense que j'étais plus légitime pour venir pitcher avant lui. Et par contre, moi, je suis assez fasciné par ce genre de personnes qui arrivent à prendre de la place. Et je trouve quand même que ce qui est génial, c'est que tu prends ce qu'il y a à prendre et tu laisses ce qui te plaît pas. Ouais, carrément. T'es pas obligé de prendre le personnage et de le copier-coller en entier. Exactement. Et c'est là l'intérêt de YouTube et des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que tu peux piocher ce qui te convient le plus en fonction de ta carte du monde. Carrément. Et en plus, Jordan Belfort, pour ceux qui l'ont jamais lu, il y a son livre Vendre de Jordan Belfort que je crois que tu as aussi lu. Oui. Et il est génial parce que il fait tout ce qu'on a besoin de faire. C'est-à-dire que pour moi, les bons livres, c'est ceux qui vont structurer ta pensée sans forcément t'apprendre des choses, tu vois. Oui. Et donner du cadre. Exactement. Et à partir du moment, lui, sur tout ce qu'on peut faire sur la vente qui est tellement complexe, il va te le recadrer, il a avec sa fameuse straight line, et ensuite il te donne une méthodologie à suivre. Et alors moi, ça, j'adore ça. Ouais. Il y a je trouve que dans la vie de manière générale, on peut dire 2 types de personnes. Il y a ceux qui avancent un peu à l'instinct, on pourrait dire, qui prennent le vent comme ça et qui disent bon, ça a l'air de souffler par là, je vais par là, mais qui réfléchissent pas vraiment de manière protocolaire. Ce qui est l'opposé total de moi, qui suis très protocolaire, qui met des process partout, qui a un agenda qui est rempli de 6h le matin jusqu'à 22h le soir. Même mes temps de famille, je mets soirée Amandine, soirée beaux-parents, tu vois, même sur mon agenda. Je suis très structuré. Pour être un bon vendeur, est-ce que d'après toi, il faut mélanger les deux, complètement instinct, complètement protocole? Les meilleurs négociateurs te diront toujours qu'une bonne négo, c'est un peu la Pareto, c'est 80% de préparation et 20% d'agilité. Ok. Et
Et je pense que c'est ça. Moi, encore une fois, Jordan Belfort, il a un truc qui m'a bien pété le crâne. Il explique que toutes les ventes sont exactement les mêmes. Elles commencent toutes à un point A et elles terminent toutes à un point B. Okay. Et dans toutes les ventes, il peut se passer toujours la même chose. C'est au début, tu dois poser des questions et au moment de vendre, le client peut soit se barrer, soit acheter. Une fois que tu sais ça, en effet, finalement, tu sais déjà ce qui va se passer. Alors, il y a forcément des impondérables, forcément des choses que tu n'as pas gérées, mais ça représente une très faible partie. Et je pense que malgré tout, aujourd'hui, plus où tu vas faire, toi, des rendez-vous immobiliers, plus où tu vas voir qu'il se passe toujours les mêmes choses. Et donc, tu vas savoir exactement comment réagir, peu importe ce qui se passe. Exactement. Donc, au final, tu crées ton protocole, tu le crées. Et même les anciens vendeurs on a l'impression qu'ils le font au jugé, inconsciemment, ils vont toujours dire les mêmes choses, ils vont utiliser les mêmes anecdotes, les mêmes expressions. Ils vont se créer inconsciemment leur propre protocole, je pense. Ouais. Un mec que j'ai trouvé très très fort, même si c'est un film, c'est le film sur le fondateur de McDonald's. Le fondateur que tu as dû déjà voir. Et j'ai trouvé que ce mec-là, il est plus un excellent vendeur qu'un mec ultra brillant dans les faits, malgré sa stratégie très connexe encore une fois à l'immobilier, avec le fait de partir plus sur un modèle de fonds immobilier et d'avoir une manière de rembourser ses crédits immobiliers qui est des burgers. Je trouve qu'il est très très fort sur le plan de la vente et il y a une vraie, encore une fois, présence. L'acteur a été très bien choisi pour faire le film. Est-ce que c'est un modèle un peu américain qui te parle? Souvent, on voit une vraie différence entre la vente qu'on pourrait dire à l'américaine, ou souvent d'ailleurs on peut entendre en France, lui c'est un Américain. Bien sûr. Est-ce que pour toi il y a une vraie différence entre la manière dont on vend à un Européen ou à un Américain ou à un Chinois, ou est-ce qu'au final ça reste les mêmes fondamentaux? Il y a forcément une différence, mais je crois que c'est beaucoup moins flagrant que ce qu'on pense. Je me rappelle, on parlait juste dans le podcast de Sam Ovens. Et Sam Ovens, donc c'est un formateur américain, et dans l'une de ses formations, il y avait un module sur la vente, et lui, il expliquait en fait qu'on devait closer le deal au téléphone. C'est-à-dire que pendant qu'on était au téléphone avec la personne, faut pas le lâcher, et on devait même aller jusqu'à prendre la carte bleue et faire le paiement en direct. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, laisse tomber, ça en France, ça passera pas. Impossible. Et pour autant, un jour, je fais un live avec un des gars de la formation, et il me dit, mais bien sûr, essaye, tu vas voir, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Moi, les premières fois, je l'ai fait tout tremblant en testant, en me disant, je vais me faire dégoupiller par le mec. Et finalement, le prospect, quand je lui ai proposé de payer en direct, il a dit, ok, allons-y. Et là, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et je l'ai refait une deuxième fois, et je l'ai refait une troisième fois. Et au final, maintenant, moi, j'oblige toutes les personnes que je forme pour vendre mes offres à essayer de conclure le deal pendant l'appel, pendant le Zoom ou autre. Et ça a fait exploser le nombre de ventes, parce que forcément, un client qui achète pas direct, son envie va se dégonfler comme un ballon de baudruche. Et donc, ce que je pensais être typiquement américain, au final, tu te rends compte que ça marche aussi pour les Français. Alors, forcément, et en plus, surtout, je pense que la frontière français-américain, elle est beaucoup plus fine que ce qu'on pense. Peut-être que par contre, les Chinois, c'est un peu différent, même si finalement c'est les mêmes codes. Enfin, c'est le même cerveau. Bien sûr. On fonctionne. Toi, tu as soigné de la même façon un Chinois qu'un Américain. Tout à fait, c'est le même protocole. Donc, à quelques exceptions, je pense qu'on va vendre quasiment de la même façon. Et ça, je sais que ça va à l'encontre de beaucoup de croyances. Tu connais la méthode DISC? Oui. La méthode DISC, c'est donc qui permet de classer les profils en fonction de bleu, rouge ou autre. La majorité des formateurs à l'ancienne ne jurent que par ça et disent que dès le début de l'appel, il faut que tu identifies la couleur quel type de prospect tu as en face de toi. Moi, je pense qu'on n'en a pas besoin. C'est juste que, par exemple, un bleu, va falloir plus le rassurer. Mais l'idée, c'est juste de créer une méthode pour comprendre la crainte du prospect et rassurer en fonction de la crainte qu'il a émise. Mais je préfère rassurer la crainte plutôt que de me dire, tiens, il est plutôt quelqu'un de rouge, de fonceur. Donc, de la même façon, si on ne fait pas de différence entre un rouge et un bleu, on ne fait pas de différence entre un Chinois et un Français. La métaphore de la carotte et du bâton, c'est un truc qui parle, de se dire, identifier vers où mon prospect veut aller, et à la fois qu'est-ce qui lui fait peur et de quoi est-ce qu'il veut s'éloigner. C'est un truc que tu utilises aussi en vente ou? Ouais, alors j'utilise plus en management. Je sais pas, toi tu l'utilises en vente dans tes rendez-vous? J'avoue que en fait c'est un modèle je trouve assez simple et dans l'immobilier quand on veut acheter c'est plus facile en position d'acheteur que de vendeur. En général le vendeur il vend pour une raison et il vend soit parce qu'il ne veut plus de quelque chose, soit parce qu'il a envie de quelque chose.
Donc soit il vend parce qu'il en a marre de payer la taxe foncière pour un bien qui est vétuste, qui n'est pas rénové, il n'a pas l'argent pour les rénover, il a hérité de sa mère, il n'a aucune idée de combien ça vaut, ça le fait chier, il n'habite pas dans le coin. Et à ce moment-là, le plus tu vas acheter vite et le plus tu vas le rassurer sur ta capacité à acheter vite, le plus tu fais baisser ton prix de vente. Et à l'inverse, tu as des vendeurs qui veulent vendre pour quelque chose. Acheter une maison dans le sud pour sa retraite, un chalet à la montagne, une résidence secondaire, payer les études de ses enfants. Et à ce moment-là, il y a une notion de timing où, encore une fois, le fait de pouvoir aller vers un achat rapidement, un vendeur qui veut vendre vite, c'est un vendeur qui est prêt à faire baisser son prix, ce qu'on dit dans l'immobilier complètement de manière générale. Et c'est vrai que cette métaphore de la carotte et du bâton, c'est le truc quand, dans une visite immobilière, il y a plein de trucs à regarder autre que la personne, parce qu'il faut quand même regarder le bien. Mais s'il y a un truc à penser dans une stratégie vraiment minimaliste, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'il veut vendre, quelle est sa carotte, quel est son bâton. Ah mais complètement. Alors moi en fait, je pars du principe que de toute façon, la meilleure façon de faire une bonne négociation, c'est de mettre en jeu l'émotion du prospect en face. Ouais. En fait, c'est paradoxal, mais nous, on doit, si on veut réussir notre négo, il faut rester le plus rationnel possible et ne pas mettre en jeu nos émotions. Ouais. En revanche, il faut faire tout l'inverse sur la personne en face. Ouais. Et justement, l'idée de titiller, on va dire, de mettre en avant la carotte et de mettre en avant le bâton, là, tu vas dérégler les émotions du prospect et ça cartonne. Ouais. Ça, c'est génial. Donc, carrément. De toute façon, toutes les questions qui vont permettre justement de métaphoriser, exactement, et de stimuler un petit peu aussi les émotions du prospect, mais ça marche terrible. Ouais. Toi, tu le fais souvent ça, toi, dans tes rendez-vous? Ouais. Et puis c'est surtout que quand on achète un bien immobilier, grosso modo, il y a 3 prix. Il y a le prix affiché, qui est jamais le prix de vente, grosso modo. Mis à part, tu as un couple de jeunes cadres qui viennent, qui ont du cash de famille, qui achètent cash parce qu'ils ont eu l'effet coup de cœur. Ils achètent mal, ils revendront jamais au prix où ils ont acheté, mais il y en a. Ensuite, il y a le prix qu'on va appeler plancher, qui est le prix de vente possible. C'est le prix que le prospect, donc la personne qui vend, elle le connaît. Elle sait qu'elle l'a affiché à 300, mais elle sait qu'à 250, elle vend. Et même quand elle l'a affiché à 300, elle sait très bien qu'à 250, elle accepte. Mais elle se dit 10 000 euros par-ci, 10 000 euros par-ci, 10 000 euros par-ci, si je peux gratter, l'agent immobilier m'a dit que c'était possible, donc c'est possible. Ce prix-là, si l'agent immobilier est bon, il le connaît aussi. Et il sait qu'une offre à 220, ça passera pas, à 250, ça se challenge. Et ensuite, il y a le prix de marché, c'est combien est-ce que ça vaut. Et ça, en général, c'est le prix qui est inconnu à minima du prospect et parfois même de l'agent immobilier, parce qu'aujourd'hui, la plupart des agents immobiliers n'ont jamais acheté d'immobilier, en tout cas une grande partie. Donc, ils n'ont pas forcément une grande connaissance de combien ça coûte pour rénover, combien ça coûte pour diviser. Il faut faire une installation de gaz, combien ça coûte une chaudière à gaz avec les normes d'aujourd'hui, etc. Donc, ils n'ont pas toutes ces connaissances qui viennent faire le prix de marché de ton appartement. En général, ils connaissent le prix au mètre carré du secteur. Ils savent qu'on pondère un peu plus la terrasse. Ils savent que les 2 effets cooker, c'est la cuisine et la salle de bain. Donc, si elles sont à refaire, ça fait baisser la valeur du bien. Et l'objectif que moi, je me fixe avant même d'aller faire une visite, c'est non seulement de se dire faut que je regarde mon évac. Si je peux faire 2 évacs pour pouvoir diviser mon appartement en 2, il me faut 2 évacs, 2 arrivées d'eau. Comment est-ce que je fais? C'est le plan purement technique. Mais sur le plan humain, c'est de se dire, OK, quel est le prix affiché? Quel est, je pense, le prix plancher? Et alors, ce qui est super aujourd'hui sur Internet, c'est que tu as pas mal d'applications qui te permettent de retrouver le prix d'achat. Et en général, quand tu retrouves le prix d'achat et l'année, tu peux en déduire à quel taux la personne a emprunté pour acheter, combien est-ce qu'il lui reste à rembourser et donc quel est le prix minimal dont elle ne peut pas se passer parce qu'il faut qu'elle saute son crédit et ça te donne déjà un indicateur. Et bien évidemment, quel est le prix de marché, c'est-à-dire combien est-ce que ça vaut et donc quel est le prix auquel tu es prêt toi à aller dans la négociation. Et enfin voilà, moi je sais que grosso modo quand je fais 10 visites, je fais 1 ou 2 offres. Sur les 1 ou 2 offres, il y en a 0,5 qui passent. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir du volume pour faire des bons deals, surtout si tu veux faire des deals avec une belle rentabilité. Et souvent, quand l'offre elle passe, en fait tu le savais depuis le début. Parce que cette différence qu'il va y avoir entre ces 3 prix, elle était faite de telle façon à ce que la différence entre la valeur de marché et la valeur perçue de la personne qui vend, il y a un énorme gap. Et c'est pour ça qu'en tant qu'investisseur immobilier, on investit là où il y a des travaux. Parce que là où moi, je sais qu'il y a 50 000 euros de travaux, Pierre-Paul Jacques dans la rue, il pense qu'il y a 150. 000, exactement. Donc, ce qui fait que la valeur perçue du bien, elle est beaucoup plus basse que sa valeur de marché. Je bois tes paroles surtout sur
le prix affiché. Il y a un truc, moi, que j'adore, c'est que quand on commence à négocier, on se comprend que tout le monde ment. Tout le monde. C'est tout le monde. Le vendeur, il ment, l'agent immo, il ment, et même les acheteurs mentent. Et donc, en fait, déjà, on a fait ça, il faut balayer le prix affiché. On sait très bien, tout le monde sait, si tu achètes au prix affiché, selon les périodes, mais bon, dans la majorité des cas, c'est pas une bonne affaire. Et ensuite, par contre, en effet, il y a le vrai prix que la personne ne sait même pas qu'il ne vaut pas, quoi. Et là, en effet, c'est là où il faut mettre en place toutes les techniques pour réussir à négocier. Il y a une technique, on a fait un dîner il n'y a pas longtemps, encore justement avec Oussama, et c'est marrant parce que Oussama, il t'a parlé de la technique de l'ascenseur. Et moi, ça c'est un truc, mais c'est ma technique préférée. C'est vrai ? Et je trouve que c'est... Moi, je l'ai très mal vécu il n'y a pas longtemps. Ah ouais, parce qu'on l'a fait contre toi. Exactement, je m'en suis pas rendu compte. C'était le chinois, ça, j'ai entendu. Exactement, Et truc incroyable... On est sur la négo et tout, et le jour de la signature, tu vois, le mec, on allait signer la vente, un demi-million d'euros, un truc chouette, machin, où j'étais dans la position du vendeur, une position que je déteste, surtout pour ce qui est de l'immobilier. J'ai horreur de vendre ce que j'ai, je sais pas pourquoi, c'est depuis toujours. Et lui était dans la position de l'acheteur, et arrivé au moment de la signature, il me dit, mais écoutez, on va pas pouvoir signer. Je me dis, comment ça, on va pas pouvoir signer? Écoutez, je suis repassé sur le local. Bon, la porte d'entrée, il faut la changer. Elle est pas bonne. Et puis, les trappes anti-feu, pareil, il y en a une qui fuit. Bon, ça, il faut qu'on arrive à régler. Ou alors, on note dans le compromis que vous le prenez à votre charge. Et le mec est malin. Parce que dans un contrat de bail, c'était un local commercial pour le coup, tu peux mettre tout un tas de clauses, mais dans la majeure partie des baux qui sont faits correctement, tous les travaux intérieurs du local, y compris les parties ouvrantes, à l'exception du gros œuvre, est à la charge du locataire. D'accord. Et sauf que moi, des locaux commerciaux, j'en ai pas mal, et je me rappelais plus exactement de ce qu'il y avait dans le bail en question. Donc au moment où il me dit ça, il y a lui, son notaire, la visio avec l'agent immobilier plus mon notaire. Et là, dans ma tête, je me dis putain, je me rappelle plus. Pas mon ordi sous les yeux, impossible de re-regarder le bail. Et du coup, tu vois, j'ai eu la présence d'esprit de dire, bah, écoutez, moi, dans ces conditions, voilà, je peux pas signer, je peux pas m'engager à faire des travaux. Il me semble de mémoire que dans la quasi-totalité de mes baux commerciaux, je mets que les parties ouvrantes sont bien à la charge du locataire, devanture, baies vitrées, etc., etc. Il me dit, ah bah non, bah écoutez, bah non, mais moi, il faut vraiment que je signe parce que je reprends l'activité. Et après, il me dit, bah, si vous voulez, on fait moitié-moitié. Tu vois, puis déjà, il commence à y avoir un truc. Ah, puis vous savez qu'en plus, votre locataire, moi, je me suis renseigné sur lui. Je sais pas s'il va payer jusqu'au bout et tout. Donc, il y a eu ce truc de, on y va pas, on y va pas. Mais toi, t'as les reins solides. Et donc, t'as réussi à... Je suis resté solide sur mes appuis. Mais même mon notaire, il m'a dit, honnêtement, moi, j'aurais accepté. Mais franchement, tu vois, mais attends, Timothée, ça pour moi, mais de toutes les techniques de négociation d'un bien immobilier, c'est la plus puissante. Sur mon premier compromis, j'avais réussi à négocier 40 000 euros le jour J. Et en fait, moi, c'est marrant que Oussama appelle ça la technique de l'ascenseur. Moi, j'appelle ça la technique de tout casser dans le magasin de porcelaine. Je t'explique. En fait, moi, ce que je trouve que le compromis, c'est le moment où émotionnellement c'est le plus dur parce que les deux parties arrivent, elles sont sûres à 95%. Tout le monde est tendu, on parle des conditions, exactement, ça engage. Elles sont malgré tout sûres à 95% que voilà, c'est fait. Dans sa tête, le vendeur se dit bon allez, ce bien il va se vendre. Et en fait, l'idée c'est de savoir dès le début en fait que tu as piqué ta crise sur un micro détail. Et tu vas tout remettre en question. Et par exemple, je sais pas, tu vas voir qu'il y a l'entretien d'une chaudière qui n'a pas été fait, et tu dis, mais attends, une chaudière, ça peut valoir 15 000 balles, ça peut coûter cher. Ou alors moi, sur le premier compromis, en fait, c'était un appartement où il y avait une jouissance qui nous avait été présentée comme jouissance privative, parce qu'elle était entre 4 murs. Et en fait, le jour J, le notaire... Une cour intérieure, un truc comme ça? Ouais, c'est une sorte de cour intérieure. Alors, un jardin à Lyon, c'est-à-dire entre 4 immeubles. En fait, non, justement, entre 3 immeubles. Et il y avait en fait un mur qui était là, devait être là depuis très longtemps, mais qui sur les plans n'y figurait pas. Et en fait, donc nous, on nous avait dit que c'était une jouissance privative, mais en fait, le mur, il n'était pas sur les plans, et donc sur les plans, il n'y avait pas. Dans les faits, en soi, il n'y avait pas de problème. Mais on a piqué notre crise là-dessus. Au dernier moment. Et c'était stratégique? Alors, c'était à moitié stratégique, honnêtement. C'est-à-dire qu'on l'avait vu... La perche s'est tendue, tu l'as saisie. Exactement. On avait des doutes. Si vraiment on rentre dans les détails, on était tombé sur un vendeur, c'était un shérif. Je te passe les détails. C'était un ancien notaire à la retraite qui se présentait, qui contrôlait tout le truc. Il nous prenait pour ses petits parce qu'on était jeunes.
Et donc déjà, ça nous avait saoulé tout ça. Et finalement, le jour du compromis, on nous présente ça. Et alors là, nous, on fait vraiment notre crise. On dit non, mais attendez, c'est pas possible. Et même nous, alors quand on va le revendre, tous les notaires vont voir. On en fait beaucoup. Et en fait, c'est tellement le moment où les nerfs sont à vif et les émotions sont décuplées que le compromis, je crois, durait 2 heures. À chaque fois, on se mettait sur mute, chacun parlait. Et au final, on a demandé 40 000 € en dessous du prix qu'on s'était convenu. Et c'est passé. Alors, c'est pas passé à 40 000 €, c'est passé à 25 000 de tête, je sais plus exactement. Ça fait déjà une sacrée négo. On avait super bien négocié au dernier moment, surtout que c'était un bien à 300 000. Donc un an de salaire. Ouais, en vrai, c'est pas négligeable. Et en fait, ça, c'est une méthode moi, j'utilise déjà aussi en négociation, on va dire, autre que l'immobilier. Ok. Et ça marche, en fait, mais super bien. Donc, parce tu augmentes la tension émotionnelle sur un truc qui pourrait paraître un micro-détail. L'idée, c'est que, et je pense que toutes les personnes qui ont les reins solides devraient le faire systématiquement dans les compromis. Ok. C'est une fois que tu arrives sur un compromis, tu t'arrêtes sur un micro-détail et tu piques ta crise. Tu piques ta crise, tu montres que tu es prêt à ne plus signer. Toi, vu que tu es préparé émotionnellement, tu vas le tenir. Oui. Mais la personne en face, dans la majorité des cas, elle se dit « Putain, mais attends, je pensais qu'il allait être vendu ce bien et tout. » Et donc, en général, il y a 3 issues. La première, le gars accepte de faire une grosse modif. La deuxième, le gars n'accepte pas de faire la grosse réduction, mais un entre-deux. Mais il va faire un entre-deux, il va te céder quelque chose d'autre. Oui. Ou alors, au pire des cas, en fait, ça peut paraître risqué, mais pas tant que ça, parce que tu as piqué ta crise, les chances pour que le mec se braque et qu'au final, il accepte pas, au pire des cas, tu reviens à ce que tu avais négocié de base. Mais alors ça, je suis persuadé que sur 5 piquages de crise, il y en a 3 ou 4 qui passent, ou en tout cas qui te donnent un truc. Et je trouve que c'est le meilleur moment parce que tu t'es déjà battu sur la première négo. Et là, en fait, c'est le seul moment où tu peux reprendre une bonne négo et regratter quelques euros. Donc pour toi, un mec qui investit dans l'immobilier dans le but de se créer un patrimoine, ça aurait un vrai intérêt pour lui, de ton expérience, de se former en vente. Oh bah alors là, 1000 fois. Ouais, 1000 fois. Surtout s'il fait de l'immobilier. Moi j'ai compris. Moi, en fait, tu vois, j'ai commencé à mettre un doigt de pied dans l'immobilier à titre perso et j'ai envie d'y mettre toute la jambe parce que j'ai vu un peu partout que le meilleur moment où tu pouvais faire une bonne opération sur l'immobilier, c'était aussi au moment d'acheter. Bien sûr. Et donc ça, c'est que de la négo, ça. Bien sûr, c'est que de la négo. C'est que de la négo. Que de la négo. Et donc évidemment, il y a plein de techniques. Il y a une technique un peu obscure qui est assez connue mais que peu de personnes font alors qu'elle marche plutôt pas mal. C'est la technique du complice. Je suis sûr que tu la connais, que tu l'as déjà fait ou pas? Good cop, bad cop. Alors même pas, c'est juste... moi j'ai un pote qui est dans l'immobilier à Marseille. Ouais. Et en fait... oui, c'est pas le même type. non, Cameroun. Non mais... Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que évidemment, on était 3 complices. Il y en a un qui allait, et ensuite, on a un autre qui arrivait, qui faisait une offre un peu plus basse. Et... Ah oui, ok. Alors... Moi, je l'ai jamais fait personnellement. Et s'il y a des agents immobiliers avec qui je suis en contact en ce moment, je vous jure que je n'ai pas fait pour vous. Mais ça technique, ça marche super bien. Ça. Tu l'as déjà fait honnêtement ou pas? Non, jamais. Mais par contre, j'ai déjà fait le good cop, bad cop, où je vais visiter un bien immobilier avec un artisan. Et où le but du jeu, c'est que moi, je suis le mec super enthousiaste, qui a super envie d'acheter, qui voit tous les points positifs du bien. Et lui, l'artisan, il dit « Ah, mais là, les fenêtres, là, il y en a pour un billet, là, il y en a pour... Là, c'est des milliers d'euros, les fenêtres. Vous y avez pensé, monsieur, les fenêtres ?» Ah, puis les évacuations, elles sont pas aux normes? Elles sont aux normes ou pas? Et là, le mec, il dit, c'est aux normes. C'est au tout à l'égout ou c'est un usage individuel? Ok, votre ballon d'eau chaude, c'est quoi? Ah ouais, mais ça au DPE, ça va pas passer. Et en fait, si tu veux, c'est toujours ce truc entre les faisceaux positifs et les faisceaux négatifs. Et on reste dans cette idée un peu d'ascenseur émotionnel. Et c'est là où, en général, tu vois que le vendeur, la personne qui vend, au bout d'un moment, elle lâche un peu prise sur le prix parce qu'elle en peut plus, quoi. Bien sûr. Elle en a marre. Et la grosse erreur que font les gens qui vendent de l'immobilier aujourd'hui, que ce soit des particuliers ou des professionnels, c'est qu'ils connaissent pas leur dossier. Et du coup, quand, par exemple, moi j'arrive en tant qu'acheteur et que je connais mieux le dossier de l'appartement ou de l'immeuble en question que la personne, parce que en fait c'est facile à savoir quand tu as l'habitude, tu rentres dans un logement, tu sais comment il est chauffé, est-ce que l'électricité est aux normes, combien il y a d'évacuation, d'arrivée d'eau, et tout ça, ça compte. Est-ce que les fenêtres sont en double vitrage? C'est un truc tout con, tu vois, mais une fenêtre qui est pas en double vitrage dans un centre-ville historique comme la ville de Lyon, on parle de dizaines, pour pas dire de centaines de milliers d'euros de travaux en plus. Et si le mec n'est pas sûr que peut-être ils y sont, qu'il pensait qu'il fallait pas les faire et qu'au final il pense qu'il faut les faire,
sa valeur perçue de son bien immobilier, en quelques secondes, C'est exactement il se dit ça. oh, j'en veux 350, mais en fait, le mec en face de moi est en train de me démontrer que ça vaut 200. Exactement. Et en plus, techniquement. Et d'ailleurs, à l'annonce de l'offre, ça, Ouais. je trouve que c'est hyper puissant. Tu sais, d'ailleurs, tu fais des webinars, Ouais. et dans les webinars, il y a un moment qui est très connu, c'est le statement. C'est-à-dire, alors, vous allez obtenir ça, vous allez obtenir ça, vous allez obtenir ça, et en fait, ça fait gonfler comme ça la valeur, et au final, l'idée, c'est que tu proposes un prix qui est inférieur à la valeur perçue, Exactement. et là, évidemment, ça marche. Et pour l'immobilier, moi, j'ai essayé de faire pareil, c'est-à-dire, en visitant le bien, tu reformules avant d'annoncer ton offre. Tu dis, Ouais. bon alors, donc si j'ai bien compris, donc il y a les 5 fenêtres à changer, Justifié. donc là on en a pour 15-20 000 euros. Ensuite, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Et ce qui marche bien aussi, c'est de faire un ancrage, c'est-à-dire tu dis, par exemple, si le bien coûte n'importe quoi, 300 000 euros, Ouais. tu dis, d'abord tu reformules et tu fais le statement de tout ce qui va pas. Ensuite, tu vas lui ancrer un prix en disant, par exemple, bon moi mon budget initial était de 200 000 euros, Ouais. comme ça, il voit ça, ensuite il voit ton prix bas. Et au final, tu vas lui faire une proposition qui est au-delà pour montrer que tu as fait un effort. Ouais. Et ça marche bien aussi. Et c'est typiquement ce qu'on utilise dans les webinars quand on Oui, fait bien sûr. le Dans toute gros. action de vente, en fait. Exactement. hein. Exactement. Une soirée, une inauguration où tu veux vendre des Exactement. abonnements pour un spa, n'importe quoi. Mais complètement. Tout le temps la même chose. Et d'ailleurs, j'ai une question. Toi, tu préfères avoir en face de toi un agent immobilier ou le propriétaire du bien? Honnêtement, ça a un peu d'impact. Ah ouais? Ça a un peu d'impact parce que l'avantage de l'agent immobilier, c'est que son intérêt est aligné en partie avec le tien. Alors que le vendeur, son intérêt n'est pas toujours aligné avec le tien, puisque lui, le but du jeu, c'est de vendre le plus cher possible, et toi, le but du jeu, c'est d'acheter le moins cher Bien sûr. possible. Et c'est là où il faut arriver à un point de jonction, et c'est là où tu arrives à faire un beau deal, où tout le monde est content, et dans ce cas-là, ça se passe bien. L'avantage de l'agent immobilier en général, c'est pas toujours le cas, c'est que lui, il sait combien ça vaut. Ouais. Et moi, j'aime travailler avec des agents immobiliers, il n'y en a pas beaucoup, qui vont aller visiter un bien. La personne, forcément, l'agent immobilier, il pose la question combien est-ce que vous aimeriez vendre? La personne elle va dire 300 000. Et si l'agent immobilier, il dit moi, je pense que ça vaut 350, mauvais signe. Ouais. Ça, c'est le point de départ d'une vente qui va durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, Exactement. 1 an, Exactement. 1 an et demi. Et au final, personne ne comprend pourquoi ça ne veut pas se vendre. Parce que, grosso modo, la valeur de ce que tu vends, c'est la valeur auquel quelqu'un est prêt à te l'acheter. Bien sûr. Et c'est très lié à la valeur de marché. Aujourd'hui, tout le monde a Internet. Tout le monde a accès à meilleuragent.com. Tout le monde sait qu'un mètre carré dans le centre-ville de Dijon, c'est en moyenne 2500 € du mètre. Entre 2000 et 3000, grosso modo. Tout le monde fait la multiplication du nombre de mètres carrés. Donc, tout le monde sait à peu près combien ça vaut. Donc, c'est difficile dans l'immobilier d'aller faire des négos sur un truc qui est nickel. Et du coup, là où tu as une marge de manœuvre, c'est sur un truc où il y a des facteurs qui sont non maîtrisés par une des parties. Les travaux. C'est un local commercial. Le local commercial voudrait être transformé en habitation. Il faut l'autorisation de la copropriété pour faire ça. Mais si le vendeur le sait pas, au moment où tu lui dis « Ah oui, mais vous savez, il faut l'autorisation de la copro. Vous avez pensé à leur demander, vous avez fait une assemblée générale de copropriété ?» Et là, le mec se dit « Ah putain, Bien merde, sûr. je savais pas, comment je fais ?» Écoutez, moi, je suis prêt à prendre le risque de vous faire une offre aujourd'hui, mais il faudra quand même qu'on fasse l'AG. Mais par contre, voilà, forcément, pour prendre ce risque, je vais Bien pas sûr. vous proposer le prix que vous en demandez. Mais malgré tout, je pense qu'on peut faire une bonne affaire tous les deux. Donc, si ça vous convient, je vous propose tant. C'est exactement ça. Il faut lui montrer que si tu acceptes de prendre la patate chaude, ça a Exactement. des conséquences. Exactement. Et moi c'est ce que j'adore, tu vois, dans les transactions immobilières, c'est que voilà, les problèmes que tu énonces, ensuite c'est toi qui vas en hériter. Ouais. Et je trouve que pour négocier, c'est génial parce que du coup, si le vendeur en face arrive à comprendre que tu es sincère, il va dire oui, en effet, factuellement, s'il n'achète pas, c'est qu'il est convaincu aujourd'hui qu'en effet, ça ne les vaut pas. Exactement. Et ce qui n'est pas forcément évident, par exemple, dans des transactions où tu vends une formation ou autre, où c'est un sens unique. Là, non, si le mec n'achète pas en face, c'est vraiment que la personne... Il n'est pas convaincu. Tu sais, en négociation, toujours pareil, mon client qui est un ancien du RAID et du FBI, il te parle toujours en fait d'OCP, objectif commun partagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu arrives dans une négo, on a tous un objectif commun partagé. Toi, tu veux acheter l'appart et lui, il veut vendre l'appart. Et l'idée, c'est à chaque fois qu'il y a la tension qui commence à augmenter sur la négociation, c'est de le rappeler. De rappeler en mode on est là pour ça. Exact. Timothée, vous voulez vendre votre appart et moi je veux l'acheter, alors comment pouvons-nous trouver une solution? Et ça j'adore parce que je trouve trouver ça un point de réunion. Exactement. Ça permet toujours de faire baisser la tension et de rappeler qu'on est tous là pour on n'est pas l'un contre l'autre mais l'un avec l'autre pour essayer de gagner Tout à fait. gagner une guerre Le ensemble, on meilleur va dire. deal pour tout le monde.
Exactement. Et des fois, ça peut être des détails. Je pense à une négociation qui vient de me revenir en tête. Un domaine dans le coin, un ensemble de 3 maisons que je vais visiter, qui étaient à vendre à certains prix, un peu trop cher par rapport au prix du marché, mais où le potentiel de revente était intéressant. Dans l'immobilier, on a tout un tas de stratégies où en fait on achète un gros truc, on le divise en trucs plus petits, parce que c'est une loi de marché. De 0 à 200 000 euros, il y a tout le monde qui veut acheter. De 200 à 300, enfin 200 à 500, il y a moins de monde. Entre 500 et 1 million en Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a pas grand monde. Grosso modo, c'est 5%, 4% de la population qui peut se permettre, sous forme d'un ménage en général, avec 2 salaires, 2 revenus, de cadre, profession libérale, tout ça, d'acheter. Et donc, une des stratégies qu'on a pour faire des opérations plutôt de marchand de biens, c'est d'acheter un gros truc, de le diviser en plusieurs petits trucs pour revendre des bouts. Propriété où il y a 2000 m² de terrain constructif dans un village viticole pas très loin d'ici et 2 maisons. Et je me dis, ça peut être sympa, des maisons avec du charme de l'ancien, division facile à faire, pas de permis de construire ni quoi que ce soit. Terrain pas viabilisé mais facilement viabilisable. J'achète le tout, je revends le terrain, les 2 maisons d'à côté. Et il se trouve que cette maison, c'était un héritage d'une dame qui était décédée, qui n'avait pas d'enfant et qui avait déjà perdu son mari et qui a légué sa maison à son jardinier. D'accord. Truc de malade. Incroyable. Et donc le jardinier qui habite pas en plus dans le coin mais qui venait faire l'entretien pour la petite mamie, qui était je crois dentiste pour la petite histoire, hérite de ça et il y a une sorte d'épine dans le pied qui arrive en même temps que l'héritage. Mais lui, il n'a pas l'argent sur son compte quand il hérite d'une maison. Si tu veux, tant qu'il l'a pas vendue, bon, je crois qu'elle avait déjà mis sur une assurance vie pour payer les droits de succession, des trucs comme ça, mais il l'a pas. Donc il n'a pas l'argent. Et quand tu sais que tu as 600 000 euros qui sont dans une maison, mais que tu les as jamais eu sur ton compte, c'est pas la même chose. Ah, ça n'a rien à voir. Tu vis pas de la même façon. Ça, c'est sûr. Donc le mec met en vente dans le but de vendre la propriété parce qu'il habite pas dans le coin, mais sauf qu'en attendant de la vendre, faut l'entretenir. 2000 m² de terrain constructif, des arbres centenaires, il y a beaucoup d'entretien de paysagerie et c'est lui qui s'occupe de tout. Et ben un truc tout bête qui m'a permis de faire baisser le prix, c'est que je lui ai proposé qu'en échange du fait que le prix que je lui propose soit plus bas, je m'occupe de débarrasser tous les meubles qu'il y a à l'intérieur, toutes les babioles, tout. Je fais tout le ménage, je paye les diagnostics à mes frais et je m'occupe pendant toute la durée du compromis à ma charge des entretiens des extérieurs. Ça, je trouve et c'est un truc tout con. On était 2 sur la négo, parmi les 2, un deuxième qui était un des plus gros marchands du coin. On se connaît tous hein, sur des deals aux alentours d'1 million d'euros. On est à peu près tout le temps les mêmes dans un département comme la Saône-et-Loire. Et je sais que j'ai eu l'offre alors qu'on était quasiment au même prix parce que j'ai proposé ce service-là en plus qui, au final, à l'échelle d'1 million d'euros, représente rien. Représente quelques milliers d'euros d'entretien, de frais de diagnostic, trucs comme ça. Mais je veux dire, c'est minime par rapport à la négociation de plusieurs centaines de milliers d'euros que je vais proposer. Pour moi, c'est ça la négo en fait. Ouais. Et en vente, il y a un terme, c'est on ne négocie jamais sur le prix mais sur la valeur. Ouais. Et en fait, ça, là, c'est typiquement ce que tu as fait, c'est que sur le prix, tu es resté sur des tranches que tu voulais. Oui. En revanche, tu lui as ramené d'autres choses. Valeurs. Et ça, c'est ce qui fonctionne terriblement. Là, le dernier achat que j'ai fait en date, c'est un appartement à Lyon. Pour ta résidence principale. Alors là, c'est pour la résidence principale. Okay. Là, c'est pour la résidence principale. J'essaie de négocier avec ma copine que potentiellement ça ne le soit pas que, mais bon, okay. Ça c'est un autre débat. Et en fait, initialement, le prix affiché était de 600 000 euros, donc hors frais de notaire. Okay. Et au final, on a réussi à le descendre à 500 000 euros. Ah oui, quand même. Et l'idée, c'était que, en fait, on a fait que ça. C'est-à-dire que là, la personne en face, c'était le profil. Alors, j'espère que je vais pas passer pour un vendeur de tapis, un mangeur de charogne, mais en fait, c'était une dame âgée qui avait donc hérité ce bien. Okay. Et en fait, c'est très marrant parce qu'elle avait un affect émotionnel très fort là-dedans, parce que c'est l'ancien appartement de son père, et elle voulait pas le vendre à quelqu'un qui fasse uniquement de l'investissement, mais elle voulait vraiment quelqu'un qui vive dedans, un foyer. Des enfants. Exactement. Et alors, des trucs tout bêtes, mais en effet, on a, par exemple, je sais que sur le compromis, c'est des micro-trucs, mais à un moment, on s'arrêtait sur des micro-détails. Et en effet, nous, on voulait pas bouger de notre proposition, mais on lui a rajouté des trucs. Par exemple, mais c'est pas ça qui a fait tout balancer, mais on lui a proposé d'inviter au restaurant, des choses comme ça, des trucs tout bêtes. De l'humain. Mais on lui a apporté de la valeur, on va dire, des petits trucs en plus. C'est évidemment pas ce qui a fait chuter de 100 000 euros le bien. Mais par contre, c'est ces tout petits trucs qui ont cumulé permettent, et donc vraiment avoir en tête qu'on ne négocie jamais sur le prix mais sur la valeur, ça nous permet tellement d'arriver sur une négociation intéressante.
Donc là, ce que tu as fait sur Et c'est ça, hein, grosso modo. Et je suis sûr que tu pourrais, maintenant que tu l'as en tête, je vais y penser. Ouais, du coup, maintenant j'y pense. Tu vas le refaire à chaque fois. Exactement. Mais ça, c'est terrible. Moi, je sais que j'ai négocié aussi pas mal. Par exemple, vu que dans ma boîte, j'ai des mecs qui font des vidéos, etc. Ouais. Moi, je sais que souvent, je leur propose, par exemple, si c'est une entreprise qui me le vend, et ben, pas du troc, mais je leur dis, vous savez quoi, regardez, je vous fais un cours de market. On vous fait venir des drones et tout ça, on vous fait un super truc et tout. Et ça, je sais que ça marche bien. Ouais, ok. Ça, dans la balance, c'est vrai que c'est des trucs qui sont. Une contrepartie un peu. Exactement. Dans toutes les formations que j'ai fait en programmation neurolinguistique, on parle beaucoup de synchronisation. C'est-à-dire que la personne qui est en face de toi, l'idée étant d'aller activer les tiens et les siens, ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui permettent de connecter un peu de cerveau. Hein. C'est une notion assez obscure où il y a beaucoup d'articles, si on va sur PubMed, qui recense tous les articles médicaux qui sont sortis, qu'on tape le thème des neurones miroirs, il y a énormément d'articles scientifiques sur le sujet qui permettent plus ou moins de se synchroniser avec la personne qui est en face de nous. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. C'est un peu dû à ça. Est-ce que toi, tu penses que dans une négociation, j'arrive dans un appartement, la manière dont je vais parler, dont je suis habillé, vont avoir un impact sur l'issue de la négociation? Oui, alors les neurones miroirs, moi, c'est quelque chose vraiment qui m'obsède. Ouais. Et comme tu l'as dit, 2 personnes peuvent avoir deux définitions un petit peu différentes des neurones miroirs. Les neurones miroirs, moi, là où je vais le plus les utiliser, on va dire, c'est pour être convaincant, il faut être convaincu. C'est-à-dire que au-delà d'habiller, de la façon dont tu t'es habillé ou autre, c'est la façon dont, si tu arrives dans une négociation et qu'au fond de toi tu te dis, voilà, c'est un braquage, je suis pas sûr de mon produit. Là je suis pas sûr du tout de ce que je vais proposer ou autre, si t'as pas confiance en toi et si t'as pas confiance même en l'offre que tu proposes, alors de par les neurones miroirs, de par une hésitation, de par la façon dont tu te tiens, ton body language ou autre, la personne en face va le ressentir. Et donc là en effet, ça va complètement tout dégommer. Avant même de partir au combat, il faut être convaincu, parce que si on n'est pas convaincu, ça sert à rien d'y aller. Ou en tout cas, il faut s'auto-convaincre, il faut être sûr de soi. Et alors moi, les neurones miroirs, c'est surtout comme ça que je les vois. Il faut avoir confiance en soi, confiance en son offre, et comme ça, la personne va le ressentir. Après, sur la façon de s'habiller ou autre, oui. Ce qui m'ennuie en fait avec ça, c'est que j'ai du mal justement à faire un protocole sur ça. C'est-à-dire que... À le processer. Exactement, j'ai du mal à le processer. Parce que quand tu arrives, tu sais pas en effet si la personne est style jogging, est-ce qu'elle le vendrait plus facilement à quelqu'un qui est aussi en jogging? Est-ce qu'au contraire, moi sur ça, vu que j'ai du mal à faire des process, je préfère rester sur ma lignée en mode j'arrive comme ça, comme je suis aujourd'hui, tu vois. Et après... Tu adaptes pas ta tenue vestimentaire en fonction on va dire, des rendez-vous de la journée, des gens que tu vas voir et tout ça? Tu penses pas plus que ça? Ça dépend. En fait, non, je le fais pas. Est-ce que ça veut dire que je crois pas à la synchronisation? C'est pas forcément. Encore une fois, je le fais pas parce que j'ai du mal du coup à me dire si X alors Y, tu vois. Ouais, ok. De le voir, mettre un lien de cause à effet là-dedans. Exactement. Ouais. Donc moi, je préfère me dire bon. J'ai confiance en moi d'être comme ça, tu vois. Donc je vais y aller. Je vais me présenter comme ça au rendez-vous. Après, forcément, c'est plus dans la discussion. Si tu as une personne qui, en effet, est plus un peu dans le domaine rural ou autre, tu vas pas faire le... Oui, parler comme un bourgeois du centre-ville. Exactement. Au ciel, clair. De la gadoue. Ça, tu vas pas le dire. Par contre, forcément, il faut quand même se mettre un peu au niveau du prospect. Après, vestimentairement parlant, je sais pas. Toi, tu le fais ou pas? Parce que je vois que tu es toujours très bien habillé. Énormément. C'est tous les matins, quand je choisis ma tenue vestimentaire, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et en fonction de ce que je vais faire, je m'habille en conséquence. Un truc tout con, par exemple, si je bosse à l'hôpital, tu t'en doutes avec ce que je fais dans ma vie professionnelle extra, on va dire, universitaire, j'ai pas que des copains. Et donc je sais par exemple que j'essaie de ne jamais arriver à l'hôpital en costume, ou le moins souvent possible, parce que je veux pas paraître comme le mec inaccessible. Ah oui, monsieur fait de l'immobilier, alors forcément il met des costumes. Et c'est des choses qui comptent, je pense quand même pas mal, l'habillement. Alors qu'à l'inverse, demain je vais voir une banque où je vais pitcher un projet d'investissement à des investisseurs pour un club deal. À ce moment-là, le costume cravate 3 pièces, franchement ça compte. Alors, et je vais raconter une expérience et tu vas me dire si pour toi il y a un lien ou pas. À une époque, je rachète un portefeuille de locaux commerciaux, donc un portefeuille au complet. Il y avait une dizaine de locaux commerciaux, donc je rachète la société qui possédait ces locaux commerciaux.
Et ben forcément, je prends rendez-vous, enfin mon assistante prend rendez-vous avec chacun des locataires pour que je puisse aller les rencontrer, discuter un peu du bail, des renouvellements en cours, de leurs projets et avoir une sorte d'état des lieux un peu de ce portefeuille. Sur les 10 rendez-vous, il y en a 9 que je fais en costume, qui se passent nickel. Il y en a un où je suis en jean, basket et polo. J'arrive dans le local, je dis bonjour, je suis Monsieur Moirot, j'ai rendez-vous avec Monsieur X. Et il y a un mec qui s'arrête comme ça, qui me regarde, il dit vous êtes Monsieur X. Je dis bah oui, normalement mon assistante a dû prendre rendez-vous pour aujourd'hui, pour qu'on fasse connaissance, je suis le nouveau propriétaire. Et le mec me regarde, il me dit vous n'êtes pas Monsieur X. Je dis je vous demande pardon. Il me dit vous voulez me vendre un truc. Je dis mais non pas du tout, non pas du tout, je suis pas. Il me dit écoutez, est-ce que ça vous embêterait de me montrer votre carte d'identité, parce que je suis vraiment pas sûr que vous soyez Monsieur X. Et parce qu'en fait, le mec qui avait une 50aine d'années, quand il m'a vu arriver, je fais plutôt assez jeune, j'ai bientôt 26, et en fait, il s'est dit, c'est impossible qu'un mec comme lui soit propriétaire d'un local d'un demi-million d'euros dans lequel je suis locataire, et dans lequel je paye 4 000 € de loyer par mois. C'est impossible. Et alors, je sais pas, est-ce que c'est le hasard? Est-ce qu'il y a la personne qui rentre en compte là-dedans? Bien sûr, mais dans les faits, en rentrant dans ma voiture après cette discussion qui était lunaire, parce que je lui ai quand même sorti ma carte vitale. Tu vois, pour qu'il me croie. J'imagine la scène. Monsieur Moirot, le propriétaire. J'imagine la scène où tu montes la carte vitale. La négo, elle commence bien déjà. J'ai pas ma pièce d'identité sur moi, j'ai que ma carte vitale. Est-ce que ça vous va? Ah non, mais alors. Et après, il m'a dit je suis désolé. Écoutez, je suis désolé. Je vous imaginais plus vieux. Plus vieux. En fait, je vous imaginais plus vieux, pas comme ça. Je dis non, mais il n'y a pas de mal, vous inquiétez pas. Et la relation s'est bien passée après, si tu veux. On peut le comprendre, en effet. T'es une anomalie. Oui, bien sûr. Il y a peu de personnes qui, en effet, à ton âge ont ça. Donc, mais alors, moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, la façon dont tu t'habilles est importante. Ce que je suis moins convaincu, c'est l'importance de la synchronisation. C'est-à-dire de s'habiller exactement de la même façon que la personne en face pour grossir le trait. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même aussi le biais de l'uniforme. Tu vois, enfin, t'aimerais pas aller voir un avocat qui est en jogging, même si toi t'es en jogging, tu vois. Et donc, moi, l'idée, c'est je pense que là, il faut pas avoir un trop gros décalage. C'est sûr que si tu parles à un paysan et que tu es en costume 5 pièces, ça n'existe pas. Et c'est compliqué. Mais la synchronisation, ensuite, elle va plus se faire, je pense, dans la façon de parler et tout ça. Mais c'est compliqué pour moi de faire un vrai lien de cause à effet. Ouais. C'est important, mais par contre, de là à me dire, je vais aller en jogging bot pour voir un gars, je sais pas. Toi, tu le ferais, toi, à ce moment-là ou pas? Parce que tu es quand même bien habillé, toi, en général. Ouais, en général, ouais, mais franchement, ouais. Ouais, franchement, ça peut m'arriver. À une époque, je faisais pas mal de préparation mentale et je suis intervenu dans des clubs de sport, etc., des clubs de foot, où je sais que je pouvais acheter la dernière paire de Air Max pour faire cette intervention. Parce que je savais que ça allait renforcer le lien que j'allais avoir avec les jeunes de 14 ans, de 18 ans que j'avais en face de moi, qui sont plutôt joueurs de foot, qui sont un peu branchés mode. Et donc, si j'arrive avec des chaussures de ville... Alors que si j'arrive avec les dernières Air Max Unlimited, je sais pas quoi, même si je suis pas forcément énormément basket, même si je fais défaut aujourd'hui, toi aussi d'ailleurs, et ben ça compte. Franchement, ça compte. J'ai observé que ça comptait. En fait, toutes les études te donnent raison à toi plus qu'à moi. Moi, c'est plus mon ressenti personnel où encore une fois, c'est surtout l'idée que j'ai du mal à le processer et à me dire noir ou blanc, tu vois. Mais par contre, toutes les études de comment il s'appelle c'est Richard Taylor, je crois. Je sais pas si ça dit ça. Richard Taylor, il me semble que c'est un comportementaliste. Alors, il faudra qu'on le fact-check, ça, je suis pas sûr à 100%, mais lui, il a fait plein d'études et la majorité de ces études te donnent raison à toi. Et les gens préfèrent les gens qui leur ressemblent de façon générale. C'est malheureusement, toutes les études montrent ça. Et moi, c'était plus de mon ressenti personnel de me dire, il y a une certaine limite à ça. Dans une négo, quelle est la part, en effet, de la synchronisation de neurologie, si on peut dire ça comme ça. Exactement. Tout à l'heure, tu parlais des neurones miroirs et du fait d'être convaincu du projet qu'on porte ou de son produit, quand on vend un produit. Nous, dans l'immobilier, il y a 2 grands moments de temps fort de la négociation. C'est le compromis et la banque. Parce que c'est les 2 variables qui peuvent faire qu'un projet marche ou qu'il ne marche pas. Et surtout aujourd'hui, le nerf de la guerre, ça reste quand même la banque. Bien sûr. Et typiquement, moi, je vois énormément de personnes que j'accompagne dans nos programmes, etc., qui font cette erreur d'arriver devant le banquier en pensant déjà que le banquier est compétent. C'est la première erreur. Et il faut savoir qu'il y a peu de banquiers qui font de l'investissement immobilier. Moi, j'en ai quasiment jamais rencontré dans ma vie. Et que la plupart des banquiers sont
plus des commerçants que des techniciens. Exactement. Et donc, ce qui fait que, comme ce sont des commerçants, et comme c'est eux qui vont en général pitcher le projet à un N+1, N+2, N+3, s'ils ne sont pas convaincus du projet, ils vont mal le pitcher, puisqu'en fait, le pitch dans une banque, souvent, c'est à personne interposée. Exactement. Est-ce que tu aurais des conseils, des trucs et astuces, au-delà du fait, bien évidemment, de maîtriser son sujet, pour se dire, voilà, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai jamais investi dans l'immobilier, j'ai regardé les vidéos de Tim, je me dis qu'il fallait me lancer, j'ai signé mon compromis, maintenant, il faut que j'aille voir une banque, mais les banquiers, ça me fait un peu peur, parce que bon, tu vois, Rothschild, tout ça, on ne sait jamais, le banquier, c'est un peu obscur. Est-ce que tu aurais des trucs et astuces pour aider justement à se préparer à ce genre de pitch qui est un peu une vente en fait, parce que tu vends ton projet et ton profil. Bien sûr. Alors il y a une technique que j'ai fait qui, au début, j'avais peur que ce soit du bullshit. En fait, c'est hyper scientifique et ça marche super bien. C'est de faire des méditations avant d'y aller. Alors je crois que c'est le dernier conseil que les gens s'attendent à entendre. Et en fait, tu vois, moi déjà pour les gens qui vendent, je leur fais des exercices de visualisation, des exercices tu vois, de méditation, de respiration. Et alors je sais, et je crois que les gens qui vont regarder cette vidéo là vont se dire bon allez vas-y donne-moi une vraie technique, etc. Mais c'est incroyable. Mais ça, c'est de toutes les techniques que j'ai mis en place. Franchement, c'est donc pour mieux gérer ses émotions. Exactement. Pour toi, c'est une des clés de voûte. Pour moi, sur ça, sur être convaincu, tu vois, enfin, je dis, j'ai toujours peur de présenter ça parce que je sais que les gens vont se dire, putain, mais donne-moi des vrais trucs. Des trucs de Lascar. Exactement. Mais se visualiser en train de voir le banquier, par exemple, qui accepte ton offre, parce que et que tu y arrives et que pour toi, ce soit juste un acquis de conscience, que évidemment, c'est fait. Déjà, ça va t'aider. Ensuite, toi, tu arrives avec un dossier ou pas Et ben ça, moi, je pense que c'est génial parce que ce dossier et de faire un bon dossier sur pourquoi mon projet est fantastique, ça exactement. Pour moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que je bois tes paroles quand tu dis que le banquier est plus un commerçant. D'ailleurs, quand on disait que tout le monde ment, le banquier aussi. Quand il t'assure que le taux est à 4,1 et que sa banque ne peut pas proposer moins. Bizarrement, quand tu le mets en concurrence, il te sort un 3,7. Donc ça, évidemment, partez du principe que quand quelqu'un vous regarde dans les yeux et que vous dit qu'il ne pourra pas vous proposer un meilleur taux, permettez-vous d'en douter. Partez toujours du principe que c'est pas le cas. Exactement, exactement. Et vous pourrez avoir que des bonnes surprises. Et en fait, alors moi, le dossier, je trouve que c'est terrible. Déjà, ça rassure les gens, ça permet aussi de laisser une trace au banquier pour qu'il aille bien le pitcher. En vente, l'un des pires moments, c'est je dois en parler à ma femme parce que tu sais que même le meilleur argumentaire du monde prononcé par le meilleur vendeur du monde peut être anéanti par la compagne du prospect en un haussement d'épaule. Donc, t'as toujours peur que ton offre soit saccagée par une tierce personne qui le pitch. Un intermédiaire. Et donc le fait d'arriver avec un dossier, moi je trouve que c'est terrible parce que justement s'il est bien fait, ça va aider déjà le banquier à le représenter. Vente et marketing. Pour revenir dans le début de la conversation. Exactement, tu montes le projet. Et ensuite, oui, il faut aussi, t'es convaincu. Et aussi, ce qui marche bien, c'est de raconter des histoires, mais au sens noble du terme. Aujourd'hui, les gens vont plus facilement se souvenir d'une histoire et ils vont mieux la raconter. Par exemple, on se rappellera de l'histoire du Chinois, on se rappellera peut-être pas du prix ou de l'ascenseur. Du prix que tu as négocié, etc. Et donc le fait aussi de raconter des histoires, le pourquoi on va acheter et tout ça, je sais que ça marche bien aussi parce que les banquiers vont déjà bien comprendre l'histoire et ensuite ils vont réussir à bien la restituer. Ça c'est partie des techniques que tu utilises toi Et alors un autre truc, mais qui rejoint aussi quelque chose que tu as déjà dit, c'est le fait d'apporter de la valeur autrement que via un projet. Parce que souvent, les gens oublient un truc, c'est que le banquier, t'es pas son client. Enfin si, au contraire. Le banquier n'est pas ton client. Et souvent, les gens, ils pensent que quand on va voir le banquier, il faut, prier Dieu le Père, Jésus, Marie, Joseph, tous les saints du paradis. Quand on arrive devant la banque, pitié qu'ils disent oui. Le banquier, il est devenu très très riche grâce à nous. Grâce aux gens qui prennent les risques. Parce que le banquier, au final, il prend pas de risque sur un deal immobilier. Il a hypothèque, caution personnelle, caution parfois de la société. En plus, si tu achètes en SCI, tu as une caution ad vitam aeternam des associés. Quand tu achètes avec une SCI, c'est le principe d'une société civile. Donc, ce qui fait que le risque que prend un banquier aujourd'hui sur un investissement immobilier classique, un appart, un immeuble, un local commercial loué, etc., il est quasi égal à zéro. Quasiment égal à zéro. La totalité du risque, c'est toi qui le supportes de par la gestion, de par l'entretien, de par trouver le locataire si jamais le locataire s'en va, etc. Donc, il faut arriver à le convaincre qu'il n'y a pas de risque. Et pour arriver à le convaincre qu'il n'y a pas de risque, il faut soit lui montrer
que c'est pas risqué, soit lui montrer qu'il y a plus de bénéfices à la clé. Toujours cette balance bénéfice-risque. Le banquier, c'est un gestionnaire de risque. Donc moi, parfois, ça peut arriver de dire, et ça m'est arrivé quand j'ai fait un projet sur une maison de santé, pas très loin d'ici, où j'ai dit au banquier, écoutez, si vous me financez sur ce projet, je m'engage à 3 choses. Chose numéro 1, au moment de l'inauguration, il y aura un stand de votre banque à l'inauguration. Voilà, ça c'est génial. Avec les élus, ça, génial. Les représentants locaux, l'ARS, etc., etc. Si vous nous soutenez dans le projet. Deuxièmement, si vous êtes capable de packager une offre pour tous les gens qui vont s'installer dans la maison médicale, moi je suis OK pour la pitcher. Et vous voyez que je suis pas trop mauvais en pitch de vente. Donc je pense arriver à convaincre des prospects de venir chez vous parce qu'en plus je pense que vous êtes une bonne banque. Et je suis prêt à m'engager sur un nombre minimum de prospects que je vais vous amener. Je peux pas vous garantir que les gens vont venir, mais je peux vous garantir d'arriver à négocier un rendez-vous avec vous. Ils m'ont dit combien vous pouvez m'en apporter. Je dis des professions libérales, je pense pouvoir vous en apporter 10. Ils m'ont dit écoutez, 10 pour nous ça représente quand même un gros portefeuille client de profession libérale, c'est OK pour nous. Et j'ai fait un deal pour la petite histoire, un emprunt d'1,5 million d'euros avec 60 000 euros d'apport. Donc c'est coup de fusil. Si on calcule la rentabilité sur le capital de mon investissement, c'est un très bon investissement de par le fait que j'ai mis très peu d'apport. Alors à côté, il y a du risque, il y avait beaucoup de projets, beaucoup de travaux, etc. Au final, on a évidemment dépassé le budget comme c'est le cas dans tous les projets de rénovation. Mais c'est des choses qu'on arrive à maîtriser malgré tout et qui en font un projet qui est magnifique. Mais donc ça a été cette relation de je suis pas votre client, je suis votre partenaire. Et si vous venez m'enrichir, je vais vous enrichir, soit d'un point de vue financier, soit d'un point de vue humain, soit d'un point de vue carnet d'adresses. Et c'est des trucs aujourd'hui, quand j'achète un local industriel ou un local commercial, le banquier, lui, il gagnera autant d'argent en finançant mon bien qu'en récupérant comme client le locataire qui est à l'intérieur. Et c'est toujours le truc où moi, je m'arrange de faire les choses. Un petit mail, une entrevue, une rencontre. Écoutez, monsieur le locataire X, je me permets de présenter mon banquier de la Société Générale. C'est vraiment exceptionnel. Moi, je travaille qu'avec la Société Générale. Et cette entremise-là, comme les banquiers ont une mauvaise image, ils ont du mal à les pitcher. Les banquiers, en général, c'est pas facile comme matière pour eux parce que ce sont des banquiers et que l'image des banquiers en France est mauvaise. Donc, quand ils ont un intermédiaire qui, lui, a une image peut-être un peu plus noble, qui fait cette mise en relation, ils en sont éternellement reconnaissants. Éternellement reconnaissants. T'as tout dit sur, encore une fois, on négocie pas sur le prix, mais sur la valeur. C'est ça. Et d'ailleurs, toi, vu que tu fais beaucoup quand même d'IMO, tu leur laisses pas miroiter aussi que potentiellement, tu as aussi d'autres opérations qui vont être… bien sûr. Parce que ça, c'est aussi… D'autres opérations, de l'épargne, des assurances, exactement. des comptes. Tu vois, nous, aujourd'hui, on a en portefeuille avec les dossiers qui sont dans le tuyau, on arrive à 125 lots. Donc ça veut dire 125 assurances propriétaires non occupants, donc ce qu'on appelle une PNO, qui est obligatoire quand tu es propriétaire non occupant d'un logement, d'un local commercial ou quoi que ce soit. Un portefeuille de 125 assurances chez un assureur qui est ça peut être un coup de fusil. C'est le coup du siècle, parce que c'est des milliers et des milliers et des milliers d'euros de dépenses par an. Et voilà, tout le monde sait que l'assurance est un secteur qui rapporte beaucoup d'argent parce que c'est du récurrent et que c'est un portefeuille qui est revendable et qui tourne en automatique. Moi aujourd'hui, mon assureur avec lequel je travaille au quotidien, je lui fais un clin d'œil qui s'appelle François. Il a un portefeuille client et voilà pour ce qui est de l'assurance, mis à part quand il y a des problèmes, mais la loi de l'assurance fait qu'il y a une minorité de problèmes par rapport à la quantité de flux que tu vas avoir. C'est quelque chose qui peut tourner en automatique, donc ça a une vraie valeur. Et les banques qui font de l'assurance, c'est-à-dire quasiment toutes les banques, ont un vrai intérêt pour ça. Complètement. Donc moi, je sais que sur le système d'alarme, forfait de téléphone, le leasing de la voiture, tout ça, c'est des trucs où le banquier, lui, c'est ses cadeaux de Noël. Peu de personnes savent qu'un banquier, il a un fixe et il a une bonne partie de variable. Pas autant qu'un vendeur de voiture, mais quand même une bonne partie de variable qui paye ses vacances. Tu l'as dit, c'est des commerçants. Faut pas l'oublier ça. Et ils ont énormément de primes d'objectifs. Donc quand le banquier il t'envoie « Ah écoutez, en ce moment, on a un compte à terme garanti à 4% par an », il te l'envoie pas parce que c'est une bonne affaire. Il te l'envoie en général parce qu'il a une belle rémunération à la clé s'il arrive à te le vendre. Et là où je trouve que le banquier est excellent, c'est quand il arrive à aligner ses perspectives personnelles d'augmentation de son revenu, etc., avec tes intérêts à toi en tant que client. Et là, pour moi, c'est vraiment du banquier haut de gamme, du conseiller haut de gamme, et c'est là où on rentre dans une vraie relation de partenariat et où moi, je prends énormément de plaisir à bosser, quoi. C'est pour ça que je suis curieux d'avoir ton avis sur ça. On a beaucoup décrié on dit qu'aujourd'hui les banquiers à l'ancienne ou le fait d'être pote avec son banquier, de l'emmener dîner le soir ou autre, ça marche plus trop, ça fonctionne pas. Maintenant c'est un peu obsolète.
Moi, j'ai quand même le sentiment que ça marche encore. Pour moi, c'est complètement faux. Moi, le mec qui pense que le notaire, le banquier, l'avocat, c'est une personne qu'il ne faut pas courtiser au restaurant, c'est une erreur monumentale. Moi, je suis d'accord avec ça. Monumentale. Il faut savoir un truc, notamment dans la sphère de l'immobilier, la moyenne d'âge des propriétaires en France, c'est aux alentours de 40-45 ans de mémoire. Et il y a moins de 5% des jeunes de moins de 30 ans qui sont propriétaires. Donc c'est une infime partie. Ce qui veut dire que la méthode de je t'écris sur Insta, on se rencontre dans un bar et on boit une bière qui marche bien de 20 à 30 ans, elle ne marche pas dans l'immobilier. Parce que aujourd'hui, les notaires, les banquiers, une bonne partie quand même encore des agents immobiliers, des gens qui tournent autour de la matière de l'immobilier, sont des gens d'une cinquantaine d'années, de manière générale. Et l'immobilier, c'est pas un sport de jeunes, c'est un sport plutôt de vieux. Ouais. Et sauf que à l'époque traditionnelle où ces gens-là ont appris des codes sociaux, etc., inviter un notaire à manger, c'était quelque chose qui se faisait. Et aujourd'hui, on croit que ça se fait plus, ça se fait bien évidemment encore. Bien sûr. Moi, à titre personnel, j'utilise Asana comme on va dire CRM interne de l'entreprise. J'ai un carnet d'adresses de tous mes partenaires, mes apporteurs d'affaires, que ce soit des notaires, des agents immobiliers, des agents commerciaux. Et je sais exactement la dernière fois que je les ai relancés, la dernière fois qu'ils m'ont envoyé une affaire. Et je sais que régulièrement, pas toutes les semaines, mais au moins une fois par mois, je check ça. Et quand ça fait un mois que j'ai pas de nouvelles de l'agent immobilier de telle agence à tel endroit, un petit SMS. Est-ce que vous êtes dans le coin cette semaine? Est-ce que ça vous dit qu'on déjeune ensemble? Même pour ça alors. Tout ça, c'est processisé, ouais. Et surtout, je m'intéresse à ce qu'ils sont, à ce qu'ils font, et créer encore une fois des relations sincères et durables de travail. On n'est pas obligé de devenir copains. On n'est pas obligé de faire une chouée à la maison, de se retourner la tête avec un bon whisky, un bon cigare. C'est pas forcément l'objectif, mais c'est de se dire que j'ai créé une relation qui est autre que financière. Et c'est là où ça va être intéressant et ça va se rapprocher de ce que tu disais sur voilà, un bon banquier, celui aussi qui va comprendre ses intérêts et qui va trouver le bon juste milieu. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, pour moi, quand tu vas voir un banquier, déjà en effet, ce que tu dois absolument avoir en tête, c'est il n'est pas au-dessus de toi. Mais il n'est pas au-dessus de toi. Tu n'arrives pas en priant, en effet, comme tu l'as dit, que le mec va t'accorder un prêt. Non, t'as plein d'autres banques et en plus, c'est vieux comme le monde, mais aujourd'hui, la meilleure façon de faire baisser un taux, c'est la mise en concurrence. Bien sûr. Surtout que les banques veulent maintenant presque plus ouvrir de nouveaux comptes que de fidéliser les clients actuels. Et donc en faisant ça, mais c'est le meilleur moyen. Et comme par magie, moi, j'adore voir ce moment où tu étais persuadé, tous les arguments concordaient pour dire que ça ne casserait pas un certain plafond de taux, par exemple 4,3 ou autre, et que bizarrement, à chaque fois que tu commences à mettre en concurrence, boum, tu perds 0,3, 0,4 assez rapidement. Le taux, tu sais qu'il n'était pas négociable. Exactement. Écoutez, c'est le meilleur qu'on fait en ce moment, on peut pas faire mieux. Et vous allez être fiers de moi, parce que vraiment là, j'ai réussi à trouver un taux. Battu pour vous. Moi, je suis passé de 4,6 à 3,8. Alors les taux descendent un peu, ça m'a aidé, mais malgré tout quand même, j'ai presque pris un point. C'est énorme. Et juste en effet, un appel d'une autre banque qui me propose un autre taux et finalement je suis revenu vers la voie. Bien sûr. Mais c'est ça, pour répondre à ta question initiale, comprenez que vous n'êtes pas en dessous du banquier. Et même, j'ai envie de dire, c'est le contraire. Et ça va permettre justement, au niveau des neurones miroirs ou autres, le banquier va le sentir ça. Parce que le banquier sent que si vous proposez un taux et que vous avez les yeux écarquillés, vous allez dire mais merci monsieur, etc. vous acceptez. Ah bah non, ça va pas le faire. Il faut inverser la tendance. Et d'ailleurs, l'idée, c'est pas non plus de vouloir l'écraser. Moi, de pas être au-dessus. Moi, j'aime bien l'idée de partenaire. On n'est pas contre. Si dans un appel de vente, dans un pitch de vente ou autre, t'as envie essayer de trouver un mot qui passera sur YouTube, d'écraser ton adversaire, exactement. Ça marchera pas. Et vous êtes ensemble. C'est un fantasme. Même objectif. Des gens qui sont fans du pouvoir de croire qu'une bonne négociation, c'est le fait d'écraser l'autre. Et puis une de mes phrases préférées en vente, c'est les gens adorent acheter, mais ils détestent avoir le sentiment d'être vendus. Donc à partir du moment où la personne en face a une once de sentiment de que tu essaies de la manipuler ou de la prendre un peu pour une bébête, ça fera pas. Elle va se braquer, elle va faire 15 pas en arrière et elle voudra pas te vendre, elle voudra pas acheter et toi tu perdras aussi ta négo. Bien sûr. Donc non, ça marchera pas. Donc trouver le juste milieu, comprendre quand même que vous ne devez surtout pas être en dessous du banquier. Et ça, avec les neurones miroirs, normalement ça devrait bien fonctionner. Bien aider. Dernière question que je voulais te poser, on conclura là-dessus. Ça rejoint un peu ce que tu disais. C'est une configuration qui n'est pas toujours facile dans l'immobilier, surtout quand on débute, parce qu'encore une fois,
De 0 à 200 000, il y a tout le monde qui peut acheter. Ouais. De 200 à 500, il y a un petit peu moins de monde. Au-delà de 500, il y a beaucoup moins de monde. Carrément. Ce qui fait que quand tu progresses, on va dire, au Monopoly de la vie dans ce domaine-là et que tu arrives à passer sur des acquisitions à 500, à 600, à 700, à 1 million d'euros, ben, il y a beaucoup moins de concurrence. Carrément. Mais quand tu te lances au début et que tu veux acheter un studio, un appartement, un ensemble de garages pour faire ton premier deal, il y a en général beaucoup de concurrence. Est-ce que tu aurais un truc, une astuce, où quand tu sais que tu es plusieurs personnes sur le même deal, comment faire pour se démarquer des autres et arriver à gagner une négo où tu as plusieurs interlocuteurs et où ce rôle, tu sais, de mettre en concurrence le banquier, là c'est le vendeur qui te met en concurrence toi avec les autres. Bah, déjà, c'est d'aller vite quand même. Moi, il y a 3 questions que j'adore poser quand tu fais tes premiers entretiens. C'est déjà, bon, pourquoi vous le vendez? Évidemment. Ouais. Pourquoi vous le vendez? Comprendre si c'est la carotte et le bâton. Exactement. Est-ce que c'est une vente émotionnelle? Est-ce que c'est une vente rationnelle? Ça, c'est hyper important. Et pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que vous le vendez maintenant? Et en fait, ça, sur l'urgence, quand il y a beaucoup d'autres personnes ou autres, ça va permettre justement d'essayer d'aller un peu plus vite et potentiellement de battre la concurrence, parce que les gens veulent vendre et quand ils vont voir quelqu'un qui est prêt à dégainer, qui est prêt à acheter, ça peut les aider, on va dire, à prendre une décision rapidement. Et on parle d'émotion. Et moi, sur ça, je suis obsédé. Encore une fois, quand je vends mes services, quand je vends mon SaaS, quand je vends mes conférences, j'essaye d'aller vite. Et je pense que quand tu fais une négociation immobilière, il faut aussi aller vite. Et ne pas hésiter aussi à faire, toujours pareil, visualiser la personne, de lui dire, écoutez, moi je suis go pour ce prix. Si c'est bon pour vous, moi mon banquier est déjà OK, tout ça, j'ai déjà le dossier qui est prêt. Si c'est bon, et même si le mec vous a dit par exemple qu'il voulait acheter une maison dans le sud, ne pas hésiter à lui mettre un peu sur le ton de la rigolade, mais quand même pas trop, en mode Timothée, moi si c'est bon pour vous, hop, on se serre la main. Dans 6 mois, vous êtes dans le sud. Et dans 6 mois, vous êtes dans le sud. Et c'est tout bête, mais les gens, quand même, vendre, ça, surtout si les personnes qui n'ont pas 30 000 biens, ça peut être quand même quelque chose où ils ne sont pas sûrs de le vendre, ils ne sont pas sûrs d'en espérer le prix. Vraiment. Et quand il y a une personne là, qui arrive et qui leur dit top et ça peut aller très vite, ça les rassure. Surtout en ce moment où les mecs n'ont pas forcément toujours les fonds ou autres. Et de leur faire comprendre que voilà, il va pas y avoir d'accro sur le compromis, même si vous faites la petite technique de l'ascenseur. ça il le saura après. Ça c'est pas prévu. le fait de savoir qu'en effet c'est bon, que là on se serre la main et c'est fait, je pense que ça peut permettre de bien passer la concurrence. Et encore une fois, en fonction de la personne que tu as en face de toi, moi je sais que là le fameux bien dont je te parlais, en effet on était plutôt en concurrence avec quand même 4-5 personnes. Et ce qui a marché, c'était qu'on était un jeune couple qui allions faire notre famille. Il faut pas non plus aller au point de dire... pas être dans le cliché non plus. Voilà, mon fils portera votre nom. Mais ça marchait bien quand même. Et le fait de dire, nous c'est bon, on a l'accord du banquier, à partir du moment où on se tape la main, c'est parti. Je sais que ça j'ai vu que ça avait tilté chez l'agent IMO. Le cadre formel un petit peu. Exactement. Et tiens, j'ai vu une technique. Il y a un mec, ce qu'il faisait, c'est qu'il éditait en fait plein d'offres de prêt. Et il demandait par exemple à son banquier de lui faire des offres de prêt, tu vois, une offre de prêt à... Un accord, Exactement, mais pour plusieurs prix. Par exemple, en dessous, si jamais le prix était aux alentours de 200 000, il va en avoir une pour 190 000, une pour 180 000. Et en fait, il va sortir en fonction du prix l'affiche en question. Pareil. Tu fais ça? Mais ça c'est terrible ça. Bien sûr. Ça visualise. Parce que c'est la preuve que. Exactement. Alors, l'avantage quand tu progresses dans l'immobilier et que comme dans mon cas, tu es multibancarisé, en fait, en général, au moment où tu vas visiter, tu sais déjà si tu peux acheter ou pas. Il y a beaucoup moins d'aléas que quand tu commences. Parce que tu n'as pas l'expérience. Les banquiers, ils aiment bien les gens qui ont de l'expérience. Mais bon, quand tu commences, tu ne peux pas avoir d'expérience. Donc, c'est pour ça que c'est cette période-là qui est plus difficile et plus tu progresses, plus c'est facile. Mais clairement, le truc de dire, écoutez, 2 choses. Mon offre, elle est valable 48 heures. Parce que vous savez, moi, je pense que vous aussi, on n'est tous les deux pas là pour perdre notre temps. Je pense qu'on sait tous les deux la valeur qu'a votre bien. Je pense qu'à ce prix-là, on fait tous les deux une bonne affaire. Je vous laisse 48 heures pour réfléchir. Moi, j'ai une offre en cours sur un autre immeuble. Il faut que je prenne une décision. Je pourrais pas faire les deux. Mais vraiment, votre immeuble, il me plaît. Mais par contre, voilà, les fenêtres et tout. Un peu notre technique de l'ascenseur. Et en gage de bonne foi, je suis prêt à vous faire passer sous 48 heures un accord de principe de ma banque comme quoi j'ai les fonds. Et comme tu es multibancarisé, c'est un mail, le mec qui dit oui, bien évidemment, à tel prix, on vous suit. Et un accord de principe, il faut savoir que ça n'engage pas forcément la banque. Évidemment.
C'est juste un accord comme quoi nous, Société Générale, nous, Caisse d'épargne, nous, Crédit Mutuel, etc., nous nous engageons à suivre M. Moirot à hauteur de temps, sous réserve de réception, du compromis, du machin, du truc. Bien sûr, bien sûr. Et sauf que la personne, elle voit, il se dit, ah putain, le mec, en 48 heures, il a eu son banquier au téléphone et il lui a fait un papier officiel comme quoi il a l'argent. C'est ça. C'est bon, c'est un vendeur sérieux, j'y vais. Et là, le mec, il avait carrément les offres en fait pendant la visite. Je sais pas si toi aussi, c'est ce que tu fais. Moi, pas pendant Parce la visite. qu'en fait, il avait par exemple une offre il savait que le bien coûtait 200 000. Ouais. Et lui, il demandait en fait avant d'éditer, tu vois, plusieurs offres en fonction et il les sortait, tu vois, au fur et à mesure. Pour montrer vraiment. Et une autre technique de marketing obscur, je sais pas comment on peut l'appeler. J'avais entendu l'histoire d'un gars. Ce qu'il faisait, c'est qu'il s'était mis en fait un réveil sur son téléphone. Et faire genre c'était un appel. Pour faire genre que c'était un appel. Et évidemment, quand il décrochait, il disait genre que c'était un autre agent immobilier qui lui avait donné un accord. Et ça permettait de presser à 200% la personne. Pour moi, encore une fois, vu que la vente est avec un transfert d'émotions, plus on va mettre les émotions, on va décupler les émotions, plus on a des chances de faire des leviers sur la négociation ou de faire acheter vite. Et la meilleure émotion, c'est le sentiment d'urgence, de peur, l'aversion à la perte. Oui. Et ça, justement, moi, je sais que ça fonctionne terriblement bien. Plus que l'aversion au gain, tu penses? Alors, l'aversion à la perte, ouais, c'est... aujourd'hui, si je te donne un billet d'$1, tu vas être content. Mais si je te le reprends, tu vas être 2 fois moins content que quand tu l'as gagné. Et l'aversion à la perte, ça montre en effet qu'aujourd'hui, non, les gens, ils ont plus peur de perdre que de gagner, bizarrement. Et je suis sûr que quand tu reçois un virement de 1 000 €, tu es moins content que tu es déçu de faire un prélèvement de 1 000 €. Donc c'est l'aversion à la perte en effet. En général, ça fonctionne plus. Évidemment, on a parlé de la carotte et du bâton. Ouais. Tu vois. On revient un peu au même sujet. Évidemment, à partir du moment où tu fais les deux, là ça fonctionne bien. C'est le top du top. Ouais. Mais pour tous ceux qui commencent, le meilleur truc, c'est d'aller négocier des biens. Et moi, ce que je faisais même au tout début, alors les pauvres agents immobiliers, je leur faisais perdre leur temps. Mais c'est d'aller négocier des biens, même si j'allais pas acheter le truc. Mais juste pour négocier, juste pour m'entraîner, voir comment ça. Et je l'ai fait 2 fois. Et c'était génial parce que ensuite la 3e fois, c'était vraiment pour le coup, j'achetais vraiment. Et là, ça m'a tellement aidé. Déjà, on comprend tout, on comprend les questions qui sont posées. Toutes les ventes sont exactement les mêmes. Ça se passe toujours de la même façon. Et donc ça permet d'avoir de l'assurance, les neurones miroirs. Et là, on devient un monstre en négo. Un truc que j'ai conseillé il y a pas longtemps à un de mes proches. Il me disait comment je peux me former en vente et tout, mais j'aime pas lire, j'aime pas trop regarder les vidéos, etc. Je dis c'est simple, fais des brocantes. Ah, mais alors ça. Il me dit comment ça fait des brocantes? Je lui dis fais des brocantes en tant que vendeur et en tant qu'acheteur. T'as une fille? Oui. Moi, quand j'aurai des enfants, mais je les tous les dimanches à la brocante. Ouais. Même, tu sais, un truc tout con dans ma famille, il y en a qui vont vendre le muguet, tu sais, sur la place. Ma femme a fait ça avec ses parents pendant des années. Moi, tu vois, mes parents, ils l'ont pas fait, mais je leur en veux. J'aurais 3 châteaux comme toi à l'heure actuelle. mais par contre, mais moi, vraiment, mes gosses, je les foutrais dans des brocantes et je les apprendrais. Moi, j'ai appris. En fait, si tu me demandais le déclic sur la vente, je crois que je l'ai appris à la maternelle quand j'en ai des cartes Pokémon. Ok, trop bien. Quand on faisait du troc sur les cartes Pokémon, etc., avec le sentiment d'urgence. Bon, maintenant, tu le prends ou tu le prends pas, mon sablette. Et c'est là, en fait, je pense, où vraiment, tu vois, t'apprends à vendre parce que tout le monde a besoin de vendre, que ce soit se vendre soi ou autre. Si on fait parler avec la séduction, c'est une forme de vente aussi. Hein. Bien sûr. Te vends toi, les neurones miroirs fonctionnent de fou furieux en séduction. Peut-être pas l'urgence, quoique si, il y a des ultimatums aussi Quoique. Donc, trop bien. Où est-ce qu'on peut retrouver du coup si jamais certains veulent participer à ta formation? Est-ce que tu fais des séminaires, des choses comme ça? Comment est-ce qu'on peut te suivre? Écoute, c'est gentil de demander. Déjà sur Instagram, pellissier.bastien, et ensuite j'ai ma chaîne YouTube aussi, Bastien Pellissier, où je mets toutes les vidéos. On la mettra dans la description de la vidéo pour que les gens puissent trouver facilement. C'est gentil, c'est cool. Trop bien. Super, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation, c'était trop cool. Trop bien. N'hésitez pas à partager les amis, à mettre un like, poser des questions si vous en avez dans les commentaires. On se fera tous les deux un plaisir de répondre, de regarder de temps en temps et de voir un petit peu ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao les amis.